baliser. Je vais très peu parler finalement de solutions, mais bien plutôt de méthode, de comment aborder le problème, à quoi faire attention. Voilà. C'est beaucoup plus ça qui sont les enjeux de la rénovation, parce qu'après, une fois que ça a été bien calé, c'est que le choix des bonnes techniques, et ça, c'est presque plus facile. Vraiment, c'est comment on aborde la rénovation, qui est finalement assez différent, voire très différent de la construction neuve. Excusez-moi, il faut avoir accès au support par rapport Oui, je pense que ça ne posera pas de problème. Donc, rapidement, contexte et introduction à ce qu'est la rénovation, réhabilitation, les stratégies, après les pathologies, on va voir comment il faut intégrer les pathologies dans les stratégies, essentiellement, énormément qui sont liées à l'humidité dans le bâti, les questions de mise en œuvre, mise en service, mise en œuvre plutôt sur les matériaux de construction, mise en service plutôt sur tout ce qui est système. On reviendra un petit peu sur le confort, et après j'ai quelques... Alors, études de cas, c'est très ambitieux, hein, c'est plutôt des exemples, montrer quelques exemples de bâtis anciens de différentes époques, avec des stratégies par l'intérieur, par l'extérieur. Alors sinon, ce que je vous propose aussi, c'est que on n'est pas très très nombreux. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser une question s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair pendant la présentation. Si c'est pour lancer vraiment le débat, ça on fera plutôt après, mais n'hésitez pas s'il y a une question, quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on parle beaucoup de transition énergétique. En tout cas, on devrait en parler beaucoup. Dans la transition énergétique, il y a tous les aspects, on va dire, de la vie et de la société, mais il y a un aspect qui est absolument énorme, c'est les factures énergétiques liées au bâti et essentiellement liées au chauffage dans le bâti ancien. Sur le bâti plus récent, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a réduit pas mal le chauffage, on n'a pas réduit du tout quasiment les autres consommations. Maintenant, dans le bâti ancien, il y a d'abord le chauffage. Ça représente à peu près 21 milliards d'euros. Quand on entend les discussions actuellement sur le budget de l'État, c'est vraiment pas rien, 21 milliards. Et ça représente en moyenne 1100 euros par an par famille. Évidemment, c'est une moyenne nationale. On est dans le quart nord-est de la France, climat beaucoup plus rigoureux. Ça veut dire que c'est peut-être 600 euros sur la Côte d'Azur, et chez nous, c'est plus proche de 2000. Sur des maisons individuelles, c'est 3000 euros par an, juste pour le chauffage. Et au-delà du coût, on a aussi une vraie problématique de précarité énergétique, où là, 3,4 millions de ménages qui sont en situation de précarité, c'est dans l'analyse, c'est pas simplement les gens qui trouvent que c'est trop cher et qui ont du mal à payer, c'est les gens qui n'arrivent pas à payer et qui donc ont des restrictions sur leur confort, sur les températures, voire sur leur santé. Enfin, ont un impact sur leur santé. Et 90% de ces 3,4 millions de ménages sont en maison individuelle, ils sont des propriétaires. Ça peut paraître paradoxal, mais en logement collectif, comme une grande partie du logement collectif est au niveau des personnes les plus pauvres est géré par les offices HLM, le niveau de précarité énergétique est beaucoup plus faible, voire est nul, parce que les logeurs aujourd'hui sont peut-être les seuls qui ont pris un peu le taureau par les cornes, on verra hein, dans les exemples, certains plus que d'autres, pour la rénovation de leur bâti, parce que pour eux c'est devenu relativement insupportable. Les personnes qui ont trop de charges n'arrivent plus à payer les loyers. Donc on est dans une problématique très actuelle sur le logement social. Je ne lancerai pas de polémique, mais on pourra en parler un petit peu après. Il y a des choses très très bizarres qui se passent, alors que ce qui donne l'exemple aujourd'hui dans la transition énergétique, c'est certainement plus le logement social que le secteur privé. Quelques petits... alors il y a un petit peu d'humour là, hein, sur l'habitat passif. Je voulais surtout vous montrer, ça c'est une petite étude qui est sortie il y a peu de temps, là, qui est passée un petit peu dans la presse spécialisée, que j'ai trouvé très intéressante, sur les principaux facteurs d'insatisfaction dans un logement pour les Français. Et alors il y avait une France entière et l'agglomération parisienne, hein, je vous ai épargné l'agglomération parisienne. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 5 premières causes d'insatisfaction, on a le confort thermique. Alors le confort thermique, ça se traduit par j'ai trop chaud ou j'ai trop froid, alors que je voudrais une autre température. La consommation d'énergie, à égalité, hein, c'est quand même un cas sur 3. L'isolation acoustique, alors ça j'imagine que ça concerne beaucoup plus les bâtiments collectifs. La qualité de construction des matériaux,
Il est assez vague le sondage, donc on ne sait pas trop si c'est parce que les matériaux se dégradent ou parce que les matériaux sont pas sains. Et puis en 5, on a l'aération et la ventilation. En gros, vous en avez 3,5 sur 5 qui sont complètement directement liés à la rénovation énergétique, donc le confort thermique, la consommation, l'aération et la ventilation. Et si on rajoute la qualité de construction et l'acoustique, on a quasiment tout ce qu'on fait dans une rénovation énergétique. Donc ça montre que l'attente est là. L'attente est largement là, et c'est vraiment les facteurs principaux d'insatisfaction. C'est pas la position du logement, c'est pas finalement qu'il est trop petit, qu'il est trop grand, qu'il est trop... Finalement, la plupart des gens s'adaptent relativement bien à fonctionner dans un logement, mais la thermique, la consommation d'énergie, et tout ce qui est qualité de l'air, ventilation, ça reste quelque chose qui est insatisfaisant. Alors, pour aborder un petit peu la problématique du bâti ancien, c'est important de voir et d'avoir en tête un petit peu l'histoire de la construction. Il y a une grande continuité dans la manière de construire, on va dire, sur les 4-5 derniers siècles au moins. Avant, on n'a quand même pas beaucoup de bâtiments à rénover qui sont plus vieux, mais tout simplement, on va dire, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les techniques de construction sont quasiment les mêmes. Essentiellement, ça va être de la pierre montée avec des mortiers naturels type terre, chaux, ou du colombage. Alors ça concerne, oui, en Moselle, il y a du colombage aussi, oui. Il y a du colombage dans certaines parties de Moselle. Donc ça, on va dire, c'est des systèmes constructifs issus du traditionnel, dans lequel il y a très peu de composants industriels. À partir de la Première Guerre mondiale, on commence à avoir une apparition de béton ou de produits industriels, des linteaux préfabriqués, des blocs industriels, des poutrelles, un petit peu de composants industriels, mais finalement encore avec énormément de constructions traditionnelles, des murs, on va dire, qui ne fonctionnent pas très différemment. Et ensuite, la vraie césure, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Là, après la Seconde Guerre mondiale, les destructions sont... Alors, il y a eu des destructions très importantes après la Première Guerre mondiale, mais des reconstructions, pour les parties qui sont concernées en Lorraine, des reconstructions avec à peu près les mêmes techniques qu'avant. Les techniques n'ont pas beaucoup évolué, juste quelques composants industriels en plus. Après la Seconde Guerre mondiale, les destructions sont encore plus importantes. Et là, par contre, on a une énorme perte de savoir-faire. Pour reconstruire vite, on va énormément bétonner, on va énormément avoir recours aux blocs préfabriqués et au ciment, qui a l'énorme particularité par rapport à tous les autres matériaux utilisés avant, c'est d'être entre énormément et complètement fermé à la diffusion de vapeur. Et donc, on va faire apparaître dans les manières de construire des risques qui n'existaient pas avant, liés à ces nouveaux matériaux, nouveaux pour l'époque. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la consommation moyenne des bâtiments, encore une fois, c'est des moyennes nationales, on a à peu près une continuité jusqu'au bâtiment de la Seconde Guerre mondiale, environ 200 kWh par mètre carré, et après la Seconde Guerre mondiale, on monte d'un cran, alors pour des raisons qui ne sont pas que celles des matériaux, c'est que avec les matériaux traditionnels, la méthode de construction traditionnelle, on construisait aussi très compact. Pour des raisons d'économie de matière, d'économie de construction, on construisait très simple, on construisait des petites ouvertures, parce qu'ouvrir des grandes ouvertures dans de la pierre, c'est très contraignant. Donc, on construisait utilitaire, une ferme, c'est un absolu de rationalité, où la partie habitable finalement est toute petite, et tout le reste, c'est technique, c'est les engrangements. Donc, on a des bâtiments qui sont intrinsèquement efficaces, non pas qu'ils soient isolés, ils sont ils ne sont pas très isolés, encore qu'une ferme est toujours merveilleusement isolée quand sa couche de foin en comble. Ce qu'on a pu trouver intéressant de faire après la Seconde Guerre mondiale, où on a des belles dalles béton avec rien, évidemment. Et on a aussi dans le bâti ancien une homogénéité de construction avec peu de matériaux très conducteurs. La pierre est conductrice, mais un mur pierre, comme c'est un double mur, avec peu de liaison et pas mal de remplissage, est finalement beaucoup moins conducteur qu'un voile béton. Même s'il ne me ferait pas dire qu'il est isolé, faut exagérer. Mais on aboutit finalement à ce que le système constructif traditionnel, il a une homogénéité, il a une compacité, il a une simplicité qui fait qu'il consomme moins que ce qu'on a construit après.
Même si 200 kWh par mètre carré, aux critères d'aujourd'hui, c'est beaucoup trop, hein, qu'on soit très clair. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Et ensuite, donc, on a le bâti d'après la Seconde Guerre mondiale, qui jusqu'au premier choc pétrolier se fout totalement de la consommation d'énergie. Le seul critère qu'il y a, c'est que le générateur de chaleur, hein, la chaudière fuel, doit être assez puissante pour maintenir le confort, quoi qu'il arrive. Donc après, la variable d'ajustement, c'est le nombre de milliers de litres de fuel. Sachant que, pour continuer un petit peu à faire le différentiel, le bâti d'avant la Seconde Guerre mondiale, et encore plus celui d'avant la Première Guerre mondiale, est un bâti d'avant le chauffage, quasiment. En tout cas, avant le chauffage central, de manière certaine, et même dans certains cas, avant le chauffage. C'est-à-dire qu'on a au mieux une pièce qui est chauffée, et c'est vraiment les gens déjà relativement fortunés qui vont avoir des poêles dans chacune des pièces. Ça, c'est des choses qu'on voit quasiment pas au 19e, par exemple. En tout cas, dans l'habitat populaire. Après, dans les châteaux, c'est différent. Et donc, à partir de 73, premier choc pétrolier, 75, première réglementation thermique. On commence à mettre quelques centimètres d'isolant dans les parois. C'est pas violent, hein, on ne voit pas l'effet tout de suite. Et ensuite, la politique a été de sévériser les réglementations en augmentant les épaisseurs d'isolant régulièrement, jusqu'à aujourd'hui. Actuellement est en préparation une nouvelle réglementation thermique qui, en plus de regarder la consommation énergétique, va aussi prendre le recul de regarder les matériaux, et donc de regarder la partie énergie et la partie carbone. Tout n'est pas encore fait, mais enfin, l'idée est intéressante. Voilà, alors ce qu'il faut garder en tête, hein, sans rentrer beaucoup dans les détails, c'est que dans les typologies, quand on les replace, hein, par rapport à l'évolution temporelle, on a un tiers de logements qui ont été construits avant 1948. Donc c'est un tiers qui sont plus ou moins dans le contexte de construction traditionnelle. On en a un tiers qui a été construit entre 48 et, là c'est 79, mais on peut retenir 75, c'est-à-dire avec des matériaux modernes, mais en dehors de toute réglementation thermique, donc c'est les plus énergivores, et on en a un tiers qui a été construit en gros de 75 à, là ça s'arrête à 98, mais enfin à maintenant on va dire. Sachant qu'aujourd'hui on construit, par rapport au rythme de construction qu'on a connu dans ces époques-là, on construit presque plus de manière globale, avec beaucoup encore autour de grandes villes, et plus du tout à la campagne. Alors là, je peux témoigner, autour de Saint-Denis, on ne construit plus du tout, quoi. Donc au total, on a environ 30 millions de logements, avec 70% du parc quasiment construit avant 75, donc en dehors de toute réglementation thermique. Donc ils sont objectivement tous à rénover, même si on peut discuter de ce qui a été construit dans les années 80, s'il n'y aura pas, même 90, s'il n'y aura pas à les rénover très sérieusement, même assez prochainement. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le taux de construction neuve, aujourd'hui c'est quasiment du remplacement, il n'y a plus vraiment d'augmentation de population, c'est moins de 1% par an. C'est-à-dire que si on compte sur la construction des bâtiments neufs et la destruction des bâtiments anciens, surtout en France, où le patrimonial a une importance très, très grande, on détruit très très peu. Si on détruit, c'est vraiment que c'est mal placé, ou parce qu'il y a des spéculations immobilières, on va construire un bâtiment plus dense à cet endroit-là. Mais même à la campagne, on a des bâtiments qui ne sont pas forcément en super bon état, et c'est pas pour ça qu'on les détruit. Donc la destruction ne fera pas la transition énergétique. La construction de bâtiments neufs remplaçant les bâtiments anciens ne fera pas la transition. Donc on en arrive à la conclusion que la part de parc ancien, donc, qui représente les 2 tiers du parc, qui en plus est constitué majoritairement de petites unités, enfin quasiment que de maisons individuelles. Parce que qu'est-ce qu'on a construit massivement, on va dire juste de 75, de 70 à 80-85, c'est des logements collectifs, quoi. Et depuis, on construit encore beaucoup de logements collectifs dans les grandes villes. Donc, si on regarde la problématique de la rénovation, c'est du bâti d'avant 75, essentiellement maisons individuelles. Là, on a 53% au niveau national, on sait qu'au niveau régional, c'est plus près de 60-65%. Donc, la problématique de la rénovation énergétique des logements est très particulière. C'est de la maison individuelle avec pas d'isolant ou du bâti traditionnel. Et ça va amener des réponses assez particulières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est certainement le pan de l'activité qui est le plus mal traité, en tout cas qui est traité de manière le plus anarchique. Alors, vous aurez le document, donc vous pourrez regarder, je ne voulais pas rentrer énormément dans les détails, mais
ça c'est au niveau national encore. Donc sur les bâtiments d'avant 75, on a des consommations de chauffage qui sont à 320 kWh par mètre carré. Consommation d'eau chaude sanitaire qui est presque la même, hein, qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien. Ben, c'est assez logique, les gens ne consomment pas beaucoup plus d'eau chaude que dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment ancien. L'électricité spécifique, elle est aussi considérée comme équivalente. Et donc finalement, la question sur le bâti ancien est vraiment autour du chauffage. Alors, là, c'est quelques petits points. Ça, on aura pu le faire en neuf aussi, mais c'est juste pour balayer quelques idées reçues. Parce que dans le bâti ancien, quand on rénove, des fois, il y a des parois très difficiles à traiter, pour plein de raisons. On n'arrivera jamais à faire la liste. À chaque chantier, on trouve des nouvelles, des nouvelles spécificités qui fait que dire, bah là, on ne peut pas isoler. Ça, c'est très souvent, on est prêt à mettre 20 cm d'isolant, 25 cm d'isolant, 30 cm dans les combles, puis à un endroit, c'est compliqué, on ne peut pas mettre 20 cm. Alors on entend des fois, ah bah c'est pas grave, on va pas isoler. Alors déjà, idée reçue numéro 1, c'est la petite courbe là. Les premiers centimètres d'isolant changent tout. Surtout, ils nous préservent de beaucoup de problèmes liés à la condensation, liés à des problèmes de dilatation. Donc, quand vous n'arrivez pas à mettre autant que la partie courante, mettez le maximum. C'est vraiment à retenir, parce que avoir des parties entières non isolées vont concentrer à peu près tous les problèmes, et la perte va vraiment pas être négligeable. Donc, quand on ne peut pas mettre tout, on met moins, on met le minimum. Dans certains cas, on mettra que 2 cm, parce que techniquement, c'est pas possible, sinon il faut casser la moitié de la maison. Mettez 2 cm. Ça aura déjà un effet tout à fait conséquent. Mettre 2 cm, ça va presque diviser par 3 la perte par unité de surface. Alors, vous me direz, c'est énorme, mais on est encore à 59 kWh par mètre carré d'unité de surface. Alors que quand on aura mis une épaisseur d'isolant optimum, alors je vais vous expliquer comment on calcule l'optimum, on sera peut-être de l'ordre de 15. Donc, au bout de 2 cm, on a fait un facteur 3, mais on peut encore faire un facteur beaucoup plus important. Et il ne faut pas confondre le coefficient de réduction sur 1 mètre carré de mur du coefficient de réduction global du bâtiment. Sur les murs, on peut être parfait. On peut réduire quasiment jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. Après, il reste les menuiseries. Là, déjà, les marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles. Et puis, vous aurez surtout dans le bâti ancien les ponts thermiques. C'est très très rare qu'on prenne le bâtiment pour le soulever, pour aller lui mettre des isolants en dessous des murs. Donc, il faut vraiment que là où on peut faire correctement, on fasse les choses jusqu'au bout. Parce qu'il y aura tellement d'endroits dans le bâti ancien qu'on ne saura pas traiter, qu'il faut absolument le faire bien là où on peut. Et donc le deuxième petit graphique, c'est issu d'une étude qui essaye de déterminer un optimum économique sur une épaisseur d'isolant. Alors c'est une étude allemande, parce qu'on trouve beaucoup de choses et ils ont du recul, parce que ça fait quand même un certain temps qu'ils travaillent sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est que le calcul était fait sur une durée de 20 ans, avec un prix de l'énergie à 6,56 centimes d'euros du kilowattheure. Donc c'est pas une énergie extrêmement chère, c'est du gaz, c'est à peu près. Sur de l'électricité, je ne vous parle même pas de l'effet de la courbe, la courbe aura déjà une autre tête. Et on n'est que sur 20 ans, alors que quand on va mettre de l'isolant, on espère quand même qu'il va durer un petit peu plus de 20 ans. En tout cas, si on a un isolant de qualité, qu'on le met bien en œuvre. Donc c'est plutôt un cas assez défavorable. Et qu'est-ce que montre ce cas? C'est que la fourchette optimum, elle est quelque part entre 14 et 30 cm, mais en tout cas, elle n'est pas inférieure à 14. Et là, on a un optimum qui est de l'ordre de 22 cm. Ce qui va montrer après à peu près les épaisseurs d'isolant sur lesquelles on travaille, qui sont les épaisseurs d'isolant du neuf. Très simplement, il n'y a aucune raison de faire de la rénovation de bâti qui, par nature, aura toujours des défauts plus importants qu'un bâtiment neuf, en mettant moins d'isolant que sur un bâtiment neuf. Donc la tendance sera même que dans certains cas, mettre plus d'isolant que sur un bâtiment neuf, pour obtenir les mêmes performances. Parce qu'en fait, l'ambition de la rénovation du bâti ancien, elle est très très simple. C'est, pendant longtemps, on a bricolé, c'est-à-dire on a mis un petit peu d'isolant dans les combles, on a mis un petit peu, on a changé des fenêtres, je vous montrerai, le bricolage est la règle générale. Après, c'est très difficile d'en vouloir aux artisans qui ont fait ça, parce qu'ils ont répondu à la demande des clients, et de toute façon, des offres de rénovation globale n'existaient pas, donc c'est difficile de en vouloir. Par contre, ceux qui ont isolé avec 5 cm d'isolant, et qui ont vu, entre-temps, le prix de l'énergie se multiplier par 3, ou enfin au moins par 2, ils sont revenus au même niveau qu'avant. Alors eux, ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont payé de l'isolation, et puis 5 à 10 ans après, ils ont l'impression que, pas que c'est plus pourri qu'avant, mais enfin, qu'ils sont revenus au même niveau. C'est-à-dire que le prix de l'énergie leur a couru après. Alors en ce moment, c'est sûr, tenir le discours du prix de l'énergie, surtout sur le fuel, ça ne fait plus peur à grand monde.
Bon, disons qu'il y avait un moment béni vers 2008-2009, où alors ça marchait tout seul. On disait, vous allez avoir le prix de l'énergie, vous allez avoir le prix de l'énergie. N'empêche qu'on connaît la volatilité du prix de l'énergie, et c'est même plutôt très mauvais signe que le prix de l'énergie ait stagné autant, parce qu'il y a eu une perte d'incitation à l'investissement dans la prospection pétrolière, qui se payera forcément par une remontée des prix dans, on ne sait pas quand, hein, je ne sais pas, Madame Soleil. Madame Soleil dans le cas du pétrole, c'est très drôle. Je ne sais pas, Madame Pétrole. Bref, donc c'est juste de se dire que on parle d'épaisseur au moins équivalent du bâtiment neuf, voire supérieur. Tout simplement pour le faire qu'une fois. Il n'y a aucun sens, sans parler des problèmes techniques, à se dire je vais commencer à vous mettre un peu d'isolant, puis dans 10 ans je reviens pour vous mettre la suite. Tout professionnel se rendra compte que c'est juste une absurdité de faire comme ça, sans parler du prix. Donc, l'idée, c'est la stratégie économique globale. C'est une vision globale en vue d'atteindre une performance optimale. Alors, type label Passive House, ce serait plutôt sur des bâtiments collectifs. Parce que la rénovation passive de maisons individuelles, surtout dans notre région, le premier qui en fait une, il m'appelle. Voilà. Parce qu'il reste toujours ce problème de pont thermique, hein, essentiellement. Ça ne veut pas dire que tout le reste des parois ne peuvent pas être traités, on peut le faire. Il y a des choses qui s'en rapprochent, qui sont faites des composants passifs. Mais descendre franchement en dessous de 25 kWh par mètre carré, c'est quand même très 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 difficile. Bon, maintenant, par contre, en collectif, on le verra après, c'est tout à fait envisageable. Rénover en une fois, alors ça c'est vraiment le plus important, et je vous montrerai après pourquoi. Et alors, si incompatibilité, rénover en maximum 2 à 3 étapes, mais l'expérience montre que c'est vraiment très 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 difficile de le coordonner. Et voilà, c'est essentiellement oui, et puis le problème de y aller en plusieurs étapes, c'est qu'on risque aussi de créer des désordres. Il y a les problèmes qu'on va aborder après, au niveau de tout ce qui est étanchéité à l'air, adaptation de la puissance de la chaudière, le traitement des points singuliers. Donc, stratégie économique globale, donc objectif rénovation passive, voilà. On parle, dans le temps de passif, il faut toujours bien caler les termes. Il y a deux niveaux. Il y a le passif à 15 kWh par mètre carré et il y a le passif de rénovation, qui s'appelle aussi Enerfit, à 25 kWh par mètre carré. Donc ça, c'est tout à fait accessible, pas pour toute rénovation. Évidemment, ça va dépendre de la capacité du bâtiment d'origine. Et les critères, donc, au niveau des performances des parois, ça commence à équivaloir à des bâtiments neufs, niveau passif, donc avec des U de 0,15, des menuiseries triple vitrage, de l'étanchéité à l'air poussée et de la ventilation double flux. Donc, l'idée générale pour aborder un problème de rénovation, c'est le même que dans le neuf, c'est le même que globalement sur tous les problèmes énergétiques. C'est calqué, en tout cas pour nous, sur la méthodologie négawatt, où il faut avoir une idée claire de ce qui se passe, donc une bonne visualisation, un bon état des lieux, éventuellement des mesures, pour ensuite pouvoir travailler dans une logique d'abord de sobriété au niveau de l'optimisation de l'enveloppe et des usages du bâtiment. Ensuite, une passe d'efficacité, ça va être au niveau de l'optimisation des systèmes de production d'énergie, donc les adapter et les optimiser, mais d'abord les adapter, et ensuite ou en même temps en profiter pour intégrer de la production d'énergie renouvelable. C'est clair, si on enlève une chaudière fuel, ça peut être intéressant de ne pas remettre une chaudière fuel. Parce que après, sinon, ça lie le client à cette énergie pour les 20 prochaines années, au moins. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le problème de la stratégie de rénovation entre ce qui se passe actuellement et une rénovation globale, par exemple avec la méthodologie de Rémi, mais ça peut être d'autres méthodes, ça peut être d'autres manières, mais c'est surtout pour comparer la rénovation par étape et la rénovation globale. Et ça, c'est un outil qui peut être intéressant aussi pour faire comprendre aux clients pourquoi, s'ils sont prêts à faire déjà un certain nombre de travaux, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout. Habituellement, et ça quand je dis habituellement, c'est pas moi qui le dis, c'est les crédits d'impôt, c'est l'analyse des crédits d'impôt sur internet, si vous cherchez, il y a une analyse des crédits d'impôt, c'est-à-dire quelles sommes ont été allouées en crédit d'impôt pour quel type de travaux. Donc si on regarde, le top numéro 1, c'est pour ça que c'est celui qui a le plus grincé des dents quand a été annoncé la fin du crédit d'impôt sur les menuiseries, c'est les menuisiers. Alors, je n'ai rien contre les menuisiers, je dis juste que forcément les gens ont associé depuis longtemps économie d'énergie et changement des menuiseries.
Alors autant c'était très très vrai quand il y avait du simple vitrage avec aucun joint, par contre quand on rechange des menuiseries plus récentes, le gain est quand même beaucoup plus faible. Donc voilà ce qui s'est passé massivement, et je pense que il y a quand même plus beaucoup de maisons aujourd'hui qui ont encore des menuiseries d'origine en simple vitrage sans joint. Le seul problème, c'est que bon, évidemment ça a un coût, mais une fois qu'on passe dans une maison traditionnelle qui avait ses menuiseries sans joint à des menuiseries étanches, alors c'est bien pour la consommation énergétique, mais c'est pas bon au niveau des pathologies, parce qu'on a un très mauvais renouvellement d'air. Avant on avait un vrai renouvellement d'air par infiltration, alors c'est loin d'être génial, hein, mais il y a quand même un renouvellement d'air. Là on a un très mauvais renouvellement d'air, et suivant la surface vitrée qu'il y avait, on peut déjà avoir un impact assez fort sur le dimensionnement de la chaudière, qui va amener la chaudière à être en surpuissance et donc à baisser son rendement. À baisser son rendement et baisser sa durée de vie parce qu'elle va faire beaucoup de cycles courts. Donc il y a déjà un impact négatif de pathologie et sur le confort et sur la performance énergétique. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe en général? Après le menuisier passe le chauffagiste, qui toujours dans l'analyse des crédits d'impôt, c'est le changement de chaudière. Alors, il y a aussi deux choses qu'il faut voir. C'est que le changement de menuiserie, c'est quelque chose qui se voit tout de suite, parce qu'on voit qu'on a des belles fenêtres à la place des vieilles fenêtres, et qui a un impact très faible sur le fonctionnement de la maison, finalement. On n'a pas besoin de refaire toute la déco intérieure, on n'a pas besoin de refaire toute la déco extérieure, on n'a pas besoin de mettre d'échafaudage. Donc, ça se voit, ça fait plaisir, ça fait neuf, ça fait pas trop mal, et puis finalement, c'est pas si cher que ça. Donc, on y va relativement bien, même si après, finalement, les économies ne sont pas à la hauteur des espoirs. La fenêtre elle-même est performante, mais la fenêtre, c'est quand même toute petite partie du problème. Changement de la chaudière, c'est un peu dans le même topo. La chaudière, elle est dans la chaufferie. Finalement, on change la chaudière, il y en a pour une journée. Ça fait pas trop de saleté. La nouvelle chaudière, elle est belle, elle est vraiment design par rapport à celle d'avant. Et puis, en général, s'il était vraiment au bout, souvent le changement de chaudière, il n'arrive pas trop par une planification, mais par une ma chaudière est morte. Remettez-moi une chaudière, sinon je vais avoir froid. Donc, c'est plutôt comme ça que ça arrive. Après, ça crée... donc on a changé la chaudière. Le problème, c'est comment on a changé la chaudière. On l'a dimensionné par rapport à, en général, rien. Des ratios mètres carrés. C'est du bâti ancien, donc vous allez en prendre pour 100-200 watts par mètre carré. Arrive ensuite l'isolation de la toiture. Alors j'allais dire, arrive en fait la première mesure de bon sens qui aurait dû arriver dès le début, c'est l'isolation de la toiture. Surtout dans le bâti ancien. Le bâti ancien, c'est quasiment à tous les coups des combles perdus. Donc, parce qu'avant, on construisait à comble perdu. Pourquoi? Parce que c'est un énorme avantage, c'est qu'on peut contrôler l'état de l'étanchéité sans avoir besoin de tout démonter. Le comble aménagé, alors sauf en Alsace, ça en Alsace c'est autre chose, je parle surtout en Lorraine. Le comble aménagé, c'est quelque chose de plus récent pour utiliser tout l'espace avec le problème qu'on ne voit pas ce qui se passe en dessous, sauf quand il y a le problème et après on peut tout démonter. Donc l'isolation de toiture, ça c'est pas très cher, c'est très efficace. Par contre, comme on va le faire après avoir changé la chaudière, on va encore baisser le rendement de la chaudière. Elle a beau être neuve, elles sont un peu plus élastiques, mais une chaudière, comme tout générateur, a toujours un dimensionnement optimum. Et ça coûte encore des sous. Et arrive la dernière étape, qui ne se fera jamais, qui est la ventilation, parce que jusque-là on n'a pas mis de ventilation, l'isolation des murs et des sols, et puis le changement de la chaudière de nouveau pour se réadapter en puissance. Parce que si chacune de ces opérations-là a réellement été réalisée et a réellement été réalisée de manière efficace, la puissance de la chaudière entre ici et ici, elle est divisée par 5 à 6. Donc on parle chaudière, c'est le générateur de chaleur. C'est une chaudière, c'est une pompe à chaleur, c'est un poêle à bois, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va vous chauffer, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on voit bien que la rénovation par étape, en plus du fait qu'elle cumule toutes les opérations en termes de coûts et d'intervention de corps d'état différents, qui par principe ne se sont pas coordonnés, parce qu'ils interviennent les uns après les autres. Donc, déjà, qui se connaissent de nom ou en vrai, c'est presque un accident. Et ensuite, ils découvrent ce qu'a fait celui d'avant, ou ce qu'ils pensent qu'il a fait celui d'avant, dans ce qui est possible de voir. Donc on cumule des coûts, on cumule des interventions, on ne coordonne pas, on a toutes les chances de jamais arriver à la fin. Donc ça je ne fais que dépeindre la situation actuelle de la rénovation. Et dans ce cas-là, ce qui est aussi même problématique, c'est qu'au final, comme on va toujours s'arrêter en cours de route, ou qu'on fait des opérations très partielles, on fait ce qu'on dit tuer le gisement. C'est-à-dire tout simplement, il y a un gisement d'économie d'énergie et un gisement de travaux. C'est
c'est un coût de travaux réel qu'on va couper en cours de route. Donc c'est perdant-perdant. C'est perdant pour les gens, c'est perdant pour les entreprises, c'est perdant pour la transition énergétique, donc c'est perdant pour tout le monde. Et ça se fera jamais. Voilà. Ça, l'expérience montre que les gens en ont marre, n'ont plus de sous, et puis ils se disent, mais de toute façon, mais qu'est-ce que je vais gagner? Et puis, il faut aussi pas se cacher, en termes de puissance commerciale, le menuisier et le chauffagiste sont quand même d'infiniment meilleurs commerciaux que le façadier ITE ou le plâtrier. Il se trouve que eux, ils sont plutôt sur les échafaudages et ils tapent des mètres carrés, et puis les autres, disons qu'ils ont plus l'habitude, c'est la structuration actuelle du marché, quoi. Je ne jette pas la pierre, hein. C'est aussi ce que les gens demandent. Hein. Maintenant, il y aurait moyen de faire ça en une fois. Ça prend évidemment plusieurs années, hein. Et plusieurs années pour s'en remettre. Il y a possibilité de faire ça en 2 à 3 mois, ben, faut le réaliser en opération globale. Qui dit opération globale dit coordination entre différents corps de métier, groupement d'entreprises qui font une offre qui peut être la somme de plusieurs devis. Hein. Je n'ai pas dit que c'était forcément une entreprise, c'est des groupements d'entreprises, chacun est responsable de son activité, de son lot. Par contre, la gestion des interfaces se fait parce que les gens se connaissent et ont décidé de travailler ensemble. Avec un maître d'œuvre ou sans maître d'œuvre? Alors justement, c'est là la bonne question, c'est que dans le cadre de Dorémy, qui s'adresse, on va dire, à la majorité des rénovations, mais pas aux moutons à 5 pattes, c'est sans maître d'œuvre, sans bureau d'études, sans calcul. Alors je suis encore le plus à l'aise pour vous le dire, parce que je suis maître d'œuvre, bureau d'études et je fais des calculs. Mais je suis le premier à dire que pour 80% des rénovations, ça n'a aucun sens, parce qu'on en a fait suffisamment pour se rendre compte qu'on calcule tout le temps la même chose, surtout si on vise un niveau de résultat. C'est sûr que si on ne vise pas le niveau de résultat, les calculs ne servent à rien. Hein. Les calculs, si vous n'avez pas un objectif, faites des calculs pour dire j'ai fait des calculs, vous avez vu, j'ai fait des calculs, ça ne fond rien. Vous êtes à combien? Ah, bon, c'est bien. Non, nous, on convergeait sur des BBC rénovation, évidemment, voire de l'Enerfit. Donc les calculs aboutissent, en tout cas en moyenne, toujours au même résultat. Et après, la différence entre, c'est plutôt la mauvaise ou la bonne configuration de la maison. La maison orientée plein sud, assez compacte, eh ben, elle va être très performante. Et celle qui, de toute façon, n'est pas compacte, n'est pas sud, est masquée, n'a pas les bonnes ouvertures au bon endroit, vous pouvez vous acharner comme vous voulez, de toute façon, elle ne sera jamais très performante. Mais elle sera infiniment meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que par une démarche standardisée, donc avec des solutions techniques de référence, qui dit pas la solution technique, qui dit le niveau de résistance thermique qu'il faut atteindre par paroi, l'intérêt, c'est que la maison soit très compacte, bien orientée, ou pas compacte, mal orientée, le coefficient de réduction sera le même. Si vous partez de quelque chose qui est très mauvais, on va dire qui a 500 kWh par mètre carré, ou qui est très bon, qui a 250, à la fin, si on divise par 5, le gain pour la maison qui était très mauvaise sera bien plus important que pour la maison qui était déjà relativement bien. Donc c'est pour ça qu'une méthode systématique ne laisse personne en termes d'analyse. Au contraire, parce que sinon, on a des raisons des fois complètement bizarres. La maison, oh, elle est tellement pas compacte, on va mettre moins d'isolant, hein, parce qu'il faut déjà traiter tellement de surface. Alors qu'en fait, c'est le raisonnement inverse qu'il faudrait avoir. Il faudrait en mettre plus pour obtenir le même résultat. Donc on ne peut pas gommer ça, sinon il faut raser la maison et recommencer. Donc l'idée d'avoir des solutions techniques de référence et un itinéraire technique bien balisé, où après les artisans ne se concentrent qu'à définir le matériau qui va réaliser la solution technique, et là en tenant compte de tout ce que je vais vous montrer après, parce que finalement définir un niveau de performance c'est facile. Aujourd'hui la question n'est pas du tout de dire combien de centimètres d'isolant je dois mettre, c'est le maximum que j'arrive à mettre pour au moins atteindre environ 20 cm sur les murs, 30 cm dans les combles, 15 dans une sous-face de plancher, du triple vitrage et une ventilation double flux. Voilà, je vais vous donner les niveaux de performance qu'il faut intégrer, il n'y en a pas d'autres. Par contre, comment le faire, quel matériau, quelle mise en œuvre, bah, c'est là où il y a toute la valeur ajoutée. Sinon, faire des calculs ne sert à rien dans ce cas-là. Et le but, et ça, il est complètement avéré par rapport à l'expérience de Dorémy, c'est de maîtriser l'économie. Et surtout de maîtriser les outils financiers qui ne servent qu'une fois, ou qui ne peuvent être mobilisés qu'une fois, qui sont le prêt à taux zéro, qui sont les crédits d'impôt, qui sont voilà, de toutes les subventions, les aides et ainsi de suite. Par une approche groupée, on permet de mettre d'un côté le budget du client, l'économie réalisée, lissée sur 10 ans par les travaux. C'est l'intérêt quand même, c'est qu'on divise par 4 à 5, à 6, les consommations, ça fait partie de rembourser du prêt d'un côté ou payer des consommations, ben, ça se compense. Et on mobilise toutes les aides financières. Alors que dans l'autre cas, vous n'y arrivez jamais, ou alors vous allez cramer à un moment le prêt à taux zéro, mais vous aurez fait que la moitié des travaux. Donc il y a
on tue le gisement. Alors, mon objet là n'est pas de faire toute la méthodologie de Doremi, parce que Doremi, c'est des plateformes de rénovation, il y a aussi toute une partie accompagnement de l'autre côté par les collectivités, et il y a une formation technique de 3 jours sur le travail en groupement et sur un certain nombre de choses qu'on voit là, mais évidemment développées. Donc je ne vous en parlerai pas plus, c'est juste de dire que une quinzaine d'années d'expérience de rénovation dans le bâtiment, pour la maison individuelle, pour moi c'est la seule solution. Ou alors, c'est des maisons complexes, on va prendre 2 exemples typiques, quelque chose de très patrimonial, classé, compliqué, où là, il faudra pas forcément un maître d'œuvre, mais une assistance autre, quelqu'un qui est plus spécialisé, mais ça peut être un maître d'œuvre, ou un architecte. Dans certains cas, l'architecte il vient juste pour faire de l'architecture, c'est-à-dire comme ça, vous devez le traiter comme ça, vous devez le traiter comme ça, et puis il reprend un petit peu des plans intérieurs, mais il ne fait pas la maîtrise d'œuvre au sens appel d'offres suivi du chantier, c'est le groupement qui le fait, il fait juste de la valeur ajoutée architecturale. Ou alors, on est sur un bâtiment vraiment... C'est un petit collectif de 4-5 logements, là il peut avoir une maîtrise d'œuvre, parce que ça commence à... Ça arrange tout le monde que quelqu'un fasse l'OPC, on va dire. Alors que quand c'est des groupements, le groupement il fait son OPC lui-même. Voilà, donc j'en parlerai pas plus de Doremi, il y a des plateformes, il y a des choses qui se mettent en place, mais moi je suis vraiment convaincu que pour la maison individuelle, si ce n'est pas des groupements autonomes d'artisans, c'est ni les architectes, ni les bureaux d'études, ni je sais pas qui fera la transition énergétique sur ces maisons-là. Et ça, c'est 80% du parc. Alors maintenant, on va parler des problèmes. Comme je vous avais dit, l'idée n'est pas de vous traumatiser ou de vous rendre parano, mais dans la rénovation, il y a quand même un petit côté inquiet à avoir, pour une raison très simple. La construction neuve, je vais vous expliquer la construction neuve en opposition. La construction neuve, entourée par des DTU, des règles de l'art, ainsi de suite, et des habitudes, toutes les habitudes ne sont pas forcément mauvaises, dans le neuf, en tant que bon professionnel, on s'évite toutes les situations qui vont créer des problèmes. Comme il n'y a rien de créé, tant qu'à faire, on va faire que les choses qu'on sait faire, que les choses qu'on sait qui marchent, on va prendre toutes les précautions pour que ça marche bien. L'ancien, tout est là, avec ou sans pathologie, mais tout est là, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, donc vous ne pouvez pas contourner les problèmes, vous êtes obligé de comprendre ce qui se passe, et d'aller jusqu'au bout de l'analyse. Donc, on va voir que... Alors, il y a plein de désordres possibles, il y a des désordres structurels, il y a des problèmes électricité, il y a des problèmes amiante, il y a des problèmes plomb, plein de problèmes. Mais il y a un problème numéro 1 qu'on retrouve quasiment partout, c'est l'humidité. Et ça, l'humidité, c'est un des phénomènes... Enfin, l'humidité au sens large, les phénomènes de pathologie de l'eau dans le bâti, c'est parmi les phénomènes les plus complexes. Clairement. Il n'y a pas... chaque année, on nous présente des nouveaux problèmes, on croit avoir tout vu, et on sèche. Quoi. Enfin, on sèche, ça serait bien, ça on sèche sur un point d'humidité. Disons, c'est pas évident. Voilà. On croit voir... on nous parle d'un truc très... Alors, le plus drôle, c'est souvent ça, les artisans qui nous contactent. Ils nous expliquent au téléphone un truc, alors on se fait une idée de la chose. Ça finit toujours par, envoie-nous une photo, parce qu'on voit la photo, déjà, ça ne correspond pas du tout à ce qui nous a été expliqué, enfin, on a l'impression que c'est pas la même chose. Et puis des fois, quand on va sur le chantier, c'est carrément, on trouve encore autre chose. Parce que le problème de l'humidité, oui, vous voyez ça, avec ça, vous n'êtes pas complètement avancé, quoi. Ça peut être au moins 3 choses, complètement différentes. Ça peut être, et à mon avis, c'est plutôt ça, la condensation de surface sur une maison des années, en béton, en aglo, des années 70, qui n'a pas d'isolant, et qui condense dans les coins, parce qu'il y a des coins froids qui sont en dessous, qui n'ont pas de ventilation, et on arrive à des points de condensation. Mais ça peut très bien être de la remontée capillaire. Là, à cet endroit-là, il y a de l'eau qui remonte dans la construction. Ou ça peut être, derrière, on a un mur qui finalement était très ouvert à la diffusion de vapeur, et on lui a mis des pare-vapeurs qui créent des pathologies. Ou on peut avoir une gaine encastrée dans le mur qui est en train de fuir. Ou on peut avoir une fuite à l'étage qui a descendu le long et qui rencontre dans des éléments relativement poreux et qui arrive sur la dalle béton qui est relativement fermée et qui réapparaît, je peux continuer comme ça pendant un bon moment, quoi. Donc c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment, dans le bâti ancien, surtout dans le bâti d'avant la Seconde Guerre mondiale, parce que dans le bâti entre la Seconde Guerre mondiale et 75, en gros, vous allez avoir un peu de problèmes de condensation comme ça pour problème de mauvaise ventilation, mais les pathologies, c'est surtout vous qui allez les créer dans la rénovation.
les risques de pathologie. Alors que dans l'ancien, ce qui est génial dans le vrai ancien, c'est qu'en plus, en général, ils sont déjà là. Donc ça, c'est typique des sous-bassements, des sous-bassements qui ont du pompage capillaire, il y a des enduits de ciment qui ont été refaits dessus, et donc au lieu d'évaporer le pompage capillaire, on remonte la pompe capillaire le plus haut possible jusqu'à ce que le mur y tombe. Là, des problèmes, j'imagine, c'est des sous-faces de toiture ou qui ont eu des infiltrations, ou qui ont eu des membranes posées, étanches, qui ont provoqué de la condensation. Enfin voilà, ça c'est quelques exemples. Alors l'humidité, pourquoi c'est aussi important que ça? C'est que ça atteint la qualité de l'air intérieur, ça atteint la performance thermique, ça atteint la performance mécanique des matériaux, ça les atteint chimiquement, et ça met en cause la pérennité du bâti. Enfin, grosso modo, ça ne faut pas toutes les pathologies possibles. Donc, c'est très sérieux. Donc, les sources d'humidité, ça, c'est quelque chose qui est fait dans les groupements d'Orami. Dès qu'on analyse un bâti, donc tout le groupement vient sur le site, devant la maison, en présence du propriétaire. On fait le tour du propriétaire et on désosse la maison au sens figuré du terme pour comprendre comment elle marche, comprendre ses pathologies, ou les prévenir. Et donc, voilà, quelques sources d'humidité possibles. Toutes ces sources-là peuvent quasiment arriver, par rapport à la photo que vous aviez tout à l'heure, à de la moisissure sur le bas du mur. Et ça peut être donc de la pluie. Alors on n'y pense pas souvent, parce que ça, c'est vraiment plus la pathologie du bâti vraiment ancien, du bâti d'avant la Première Guerre mondiale, qui ont des enduits de chaux qui ne sont plus étanches, parce qu'ils ont été abîmés, ils n'ont pas été entretenus, ils n'ont pas été repassés au badigeon. Ils ont subi les pluies acides, et comme en plus ils n'étaient pas très très riches en chaux, ils sont complètement poreux en fait. Ou ils sont tombés, des fois ils sont même carrément plus là. On a travaillé sur un guide de rénovation du bâti en région Champagne-Ardenne il y a 1 ou 2 ans, où on a fait beaucoup d'études de transfert d'humidité pour voir comment on pouvait rénover le bâti très traditionnel, avec de l'isolation par l'intérieur. Et en fait, on s'est rendu compte, on s'attendait à avoir beaucoup de problèmes avec la migration de vapeur, l'histoire des pare-vapeurs, des freins vapeur. Enfin, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû, je ne referai pas la blague de sécher là-dessus, mais enfin, en tout cas, se torturer à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. On sait le maîtriser finalement pas trop mal. Par contre, ce qui devenait immaîtrisable, c'est dès qu'on a pénétration d'eau liquide par la façade. C'est-à-dire que dès qu'on a des pluies battantes qui imprègnent le mur. Et là, c'est des litres par mètre carré. Donc, par exemple, sur du bâti ancien, avant toute isolation, alors si c'est l'isolation par l'extérieur, effectivement, on va régler le problème en même temps, mais en tout cas, pour toute isolation par l'intérieur, il faudra absolument vérifier que les murs ont une étanchéité à l'eau liquide suffisante, satisfaisante. Parce que sinon, c'est même pas la peine d'isoler. Là, on va faire apparaître des pathologies énormes, et très rapidement. Ensuite, alors, plus connues, les remontées capillaires, parce qu'elles peuvent être assez spectaculaires. Je n'entrerai pas non plus dans les détails de comment on les traite. On les traite en partie en préventif, sans même toucher au mur, en touchant aux écoulements, au drainage des deux côtés du mur, suivant les cas, et après, dans une certaine mesure, en essayant de toucher aux écoulements capillaires, en bouchant les pores avec différentes techniques. Pareil, je n'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails, il y a des techniques, c'est jamais du 100% sûr, c'est pour ça que c'est toujours un problème. Par contre, ce qui est certain, c'est que, pour les mêmes raisons que l'humidification par la pluie, il ne faut pas isoler un mur qui présente des remontées capillaires. Vous allez voir après que aujourd'hui vous avez des petites traces, demain vous avez des grosses pathologies. Ensuite, on n'y pense pas tant que ça, mais c'est l'eau contenue dans les matériaux. Ça, on fait des rénovations, on va ramener énormément de béton, puis on va mettre un pare-vapeur derrière, sans avoir attendu le séchage. On va coincer dans le mur de l'eau à la construction. On peut aussi avoir, c'est la fuite dans le toit qui imprègne le mur alors qu'on ne voit rien, et pourtant le mur se charge d'humidité de haut en bas. Ça, la caméra thermique, ça se voit par contre très bien. On voit les espèces de grosses auréoles aux endroits où le mur essaie de ressécher. Parce qu'à chaque fois que le mur ressèche, il y a un peu d'évaporation. Dès qu'il y a évaporation, il y a abaissement de la température. Donc à la caméra thermique, c'est impressionnant. Des énormes auréoles au milieu d'un mur alors qu'on ne voit rien. Objectivement, on ne voit rien. Les dégâts des eaux, donc ceux-là, ils ne sont pas à négliger parce que ils ne se voient pas forcément, ils naviguent derrière des matériaux, dont des cloisons, ainsi de suite, et puis ça imprègne. Et la vapeur d'eau en 5, celle à laquelle on pense le plus avec les pare-vapeurs et les freins-vapeurs, qui est tout à fait importante, ça c'est évident, il faut absolument maîtriser. Mais il ne faut pas penser qu'à celle-là, il y a aussi toutes les autres.
Voilà, et la molécule d'eau, en plus, c'est un festival, parce qu'elle a 3 états. Elle a un état liquide, un état solide et un état gazeux. Le seul état acceptable dans la construction, c'est l'état gazeux. Hein, c'est là où il ne nous embête pas. Le problème, c'est que quand elle passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est de la condensation. Donc c'est ça qui va faire apparaître des traces partout. Et quand on a un état gazeux qui condense et qui arrive vers l'extérieur du mur, et qu'on est en conditions hivernales, on a aussi le gel. Donc on a l'état solide. Et là, l'état solide, il est très destructeur. Hein, parce que je ne vous fais pas de dessin que pendant des millénaires, les humains ont découpé des grosses roches en utilisant soit de l'expansion de bois avec de l'eau, soit du gel. Donc le pouvoir de destruction du gel dans les parties extérieures des murs anciens n'est pas négligeable du tout. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de voir là, qui est quasiment de la statique, hein, pardon. Ça là, je vous dis, voilà, c'est les endroits où on peut avoir des pathologies. Ça, c'est la pluie qui le fait tomber, ça c'est des remontées du sol, là c'est les fuites, je ne fais pas de dessin comment ça marche les fuites, et on va regarder le dernier, qui est la vapeur d'eau. Parce que autant tout le reste, ça concerne de l'eau liquide, les phénomènes avec la vapeur d'eau, ils sont un tout petit peu plus compliqués. Encore une fois, le but n'est pas de faire le cours complet sur les transferts d'humidité, mais c'est bien d'avoir en tête pourquoi c'est aussi important. En fait, dans votre maison, en hiver, c'est un petit peu comme une cocotte minute. Quand vous avez une cocotte minute, vous chauffez à l'intérieur, ça fait augmenter la pression, et la vapeur d'eau, elle n'a qu'une envie, c'est de sortir. C'est pour ça que la cocotte minute, on a un gros joint, on la serre, et ainsi de suite. Dans votre maison, quand il fait 20 degrés à l'intérieur, il fait 0 degré dehors, c'est exactement pareil. Les molécules d'eau, en pression partielle, évidemment pas en pression d'air, sinon, quand vous ouvririez la fenêtre, vous auriez un gros pshhh, comme dans un sous-marin, non, c'est pas un sous-marin. Et pour la molécule d'eau, si, c'est un peu comme un sous-marin. C'est-à-dire que les molécules d'eau n'ont aucune envie, c'est de sortir. Et comme votre maison n'est pas étanche comme une cocotte minute, ces molécules d'eau, elles vont sortir à peu près partout où elles peuvent, dans le bâtiment où il y a des défauts, tout simplement. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi il me raconte ça, où est le problème? Le problème, c'est que à 20 degrés, 50% d'humidité, l'eau elle est à l'état gazeuse. Dès qu'elle va migrer dans le bâti, que ce soit au travers de matériaux ou dans des trous, elle va partir d'une ambiance à 20 degrés, elle va terminer dans une ambiance à 0 degré. Immanquablement, elle va rencontrer la courbe de condensation, et donc se transformer en eau à l'état liquide. Et c'est là le début des problèmes, c'est que tous les défauts d'étanchéité de votre enveloppe sont ce qu'on appelle des ponts de vapeur, c'est-à-dire des endroits où la vapeur va essayer de sortir, et immanquablement, entre l'intérieur et l'extérieur, elle va condenser. Et donc, ce n'est pas de la diffusion de vapeur, hein. Ça c'est vraiment c'est pas au travers du matériau, c'est au travers des défauts dans le matériau. Et c'est pire, parce que tout est concentré sur les mêmes endroits. Et pendant tout l'hiver, au même endroit, vous avez de l'eau qui va condenser. Donc, ça c'est la première raison pour ne pas avoir de défaut d'étanchéité à l'air. Le deuxième règle, celle-là finalement elle est relativement simple par rapport aux régulations de vapeur dans les parois. Alors, elles ne sont pas toutes conformes, enfin les études ne sont pas exprimées comme ça, mais en physique du bâtiment, pour ne pas avoir de problème, sous nos climats, il faut que la résistance à la diffusion de vapeur du parement intérieur de votre mur soit à peu près 6 fois supérieure au parement extérieur. Et il faut que tous les parements intermédiaires soient dans le même ordre, c'est-à-dire qu'ils soient du plus fermé au plus ouvert. Alors ça, super facile à réaliser quand vous faites une ossature bois. Vous mettez votre pare-vapeur à l'intérieur, ou n'importe quoi qui va faire office d'un peu fermé, même un panneau USB, puis derrière vous avez un isolant qui en général est presque complètement ouvert, puis vous allez mettre un deltavant ou un panneau de fibre complètement ouvert à la diffusion, et là vous êtes dans des rapports, c'est même pas des rapports de 1 à 6, c'est des rapports de 1 à 100 si vous voulez. Donc c'est le cas où ça se passe bien. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne fait pas de rénovation de maison ossature bois, on fait la rénovation de mur. Et donc vous n'allez pas pouvoir jouer sur le SD de votre mur. Éventuellement, surtout s'il est fermé à l'extérieur par un enduit de ciment, où là vous battrez tous les records, ou un RPE, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui est complètement fermé. Donc, cette règle-là ne va pas vous aider tant que ça, parce que c'est presque une règle qui s'applique pour le neuf, quoi.
Par contre, il y a un point qu'il faut absolument bien avoir en tête, la position du pare-vapeur dans l'isolant, ça de manière très simple, et règle des 3/4, 1/4, ça c'est la règle allemande, chez nous on accepte presque jusqu'à 2/3, 1/3, c'est-à-dire le pare-vapeur est toujours du côté chaud, parce qu'il est, il est là, cocotte minute, n'oubliez pas la cocotte minute, il est là pour empêcher la vapeur de la cocotte minute de sortir, donc mettez pas, des fois il y a encore des artisans qui ont le doute, mais où on le met le pare-vapeur, ben lui du côté chaud, sinon il ne sert à rien. C'est assez catastrophique. Donc, quand on a fait ça, on est déjà content, mais on n'a pas tout fait. Parce que, voilà l'autre drame de la construction, en rénovation, c'est l'ITE, donc l'isolation par l'extérieur, ou l'ITI, l'isolation par l'intérieur. Alors, l'ITE, enfin, je pense que si j'avais fait un sondage, vous auriez su que c'était déjà ma préférence. L'ITE est plein de charme, parce qu'il permet de traiter énormément de ponts thermiques, il permet de travailler par l'extérieur, il permet de ne pas avoir à déménager tous les gens qui sont dans la maison, il a énormément d'avantages, mais il a surtout un énorme avantage, c'est qu'il permet de régler quasiment à tous les coups tous les problèmes de condensation et de transfert d'humidité. Parce que, tout simplement, il maintient votre mur au chaud. Comme vous avez vu le diagramme de l'air humide, si votre mur il est au chaud, eh ben, vous ne condenserez jamais dans le mur. Donc après, le risque, c'est dans des conditions assez extrêmes, c'est de condenser à l'interface avec l'isolant, à l'interface avec le parement extérieur, voire dans les premiers millimètres ou premiers centimètres de l'isolant. Et ça, c'est beaucoup moins grave, suivant la nature de l'isolant qu'on a, et parce que ça va être quelques heures par an, et derrière, le matériau a tout le loisir de ressécher. Donc c'est pas un problème, hein. Qu'on ait condensation à un certain moment. Et ensuite, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on est aussi au travers de tout ce mur-là qui a une résistance à la diffusion. Ces diagrammes-là, ils font toujours un petit peu peur dès qu'on a croisement. Après, on calcule aussi. Quelle est la quantité d'humidité qui va condenser? Si on condense des dixièmes de grammes par heure, par mètre carré, c'est absolument sans aucun risque. Donc ça se calcule. Nous, notre retour d'expérience sur les simulations dans le cadre du bâti de Champagne-Ardenne, c'est que, à part des cas extrêmes, où ici on a du mur en briques poreuses, très ouvert à la diffusion de vapeur, avec simplement un plâtre, et que là on mettrait du polystyrène, on arrive à montrer que dans certains cas, on condense quand même pas mal dans le polystyrène. Mais dès que là on a une fibre, on n'a quasiment plus jamais de problème. Donc, c'est... et par contre, sur mur pierre, sur mur béton, sur mur tout ce que vous voulez, si on aura aussi des problèmes avec le colombage, donc il n'y aurait pas super bonne idée d'aller faire un ITE sur colombage, il faudra éviter le polystyrène. Voilà. Et je pense qu'il faudrait éviter l'ITE aussi, tant qu'à faire. Donc ça veut dire que l'ITE est très sécure. Voilà. Même des trucs que je trouve un peu délirants, mettre des polyuréthanes avec des pare-vapeurs intégrés à l'extérieur, sur du béton, sur de la... J'ose pas dire sur de la pierre, c'est pas une bonne idée. Bah, sur du béton, ça pose aucun problème. Quoi. Parce qu'on n'a rien qui passe, on n'a pas de condensation, tout se passe bien. Quoi. Maintenant, donc on passe de l'autre côté, hein, on passe à l'ITI. Et ben dans l'ITI, rien ne va plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire que de toute façon, dès qu'on fait de l'ITI, on prend un risque. On est dans une zone à risque. C'est très physique, hein. C'est que tout simplement notre mur devient totalement froid. Surtout si ici on a mis une bonne dose d'isolant. Alors oui, on peut être joueur. Hein. C'est sûr que si on dit je mets 4 cm d'isolant, mon mur restant relativement chaud, je limite les risques. En même temps, j'ai pas isolé. Hein. Mais c'est... Donc le but c'est quand même la rénovation et l'isolation. Donc dès qu'on va isoler un tant soit peu, on peut considérer que le mur devient froid. Et le problème c'est que mécaniquement, les courbes de pression de vapeur vont se croiser tout le temps, toute l'année, tout l'hiver dans l'isolant. Donc là, la première conclusion, c'est qu'il faut absolument maîtriser la quantité de ce qui va rentrer là-dedans. Donc c'est une membrane, une régulation. Et on va voir qu'il faut qu'elle soit absolument continue. Hein, c'est pas un isolant avec une membrane, c'est une membrane parfaitement continue sur un isolant. Donc c'est forcément, vous oubliez les produits qui sont déjà revêtus, ou alors vous trouvez la solution miracle pour arriver à passer derrière tous les défauts pour arriver à faire le scotch. C'est pour ça qu'une membrane qu'on remet après, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et là, on se posera la question du type de membrane qui doit fonctionner et des conditions d'application. Parce que cette solution-là, on va dire, heureusement, fonctionne sur la plus grosse partie du territoire français, mais commence à être à risque dès qu'on monte en altitude. Alors ça va, là on est à Metz, ça se passe bien,
Et quand on a fait la même conférence à Fraise, on était déjà à 550 mètres d'altitude dans les Vosges, ben on n'est déjà pas très loin des zones de risque. Alors pourquoi? Ici vous avez deux solutions. Soit vous mettez, allez, je vais le faire très schématique, vous mettez un morceau d'aluminium ici, quelque chose de totalement fermé. Si vous mettez quelque chose de totalement fermé, même si on a les courbes qui se croisent à un endroit, aucune humidité ne rentre dans le mur, ça se passe bien. Ça c'est la théorie. La pratique, c'est que vous êtes incapable de faire quelque chose de complètement, totalement fermé. Il y aura forcément des défauts quelque part. Le risque, c'est que dans la durée, on a un petit peu d'humidité qui rentre, qui va forcément condenser, et si la quantité reste limitée, ça va diffuser dans le mur, ça va diffuser un peu dans l'isolant, le mur va un peu se réchauffer en été, ça ne va pas forcément poser un problème. Mais il faut vraiment que ça soit très limité. Et ça, dans plein de cas, il y a des choses qui traversent, vous n'y arrivez pas. L'autre stratégie, alors le problème c'est que quand vous appliquez les DTU ou si vous regardez dans le calcul, vous fermez là complètement sur un schéma basique, vous avez plus de problème. Le problème c'est que c'est la théorie. La théorie, si tout est parfait, il n'y a pas de problème. Dans la réalité, ça ne marche pas souvent, voire ça ne marche pas. La solution de sécurité, c'est de mettre ici une membrane variable. En tout cas, de mettre quelque chose qui va limiter fortement la pénétration et qui va laisser ressortir de l'autre côté. Alors les membranes variables, ça a souvent été des abus de langage, et même nous on s'est un peu fait abuser avec ça au début, c'est que ça n'existait pas. Les membranes qu'on appelle hygrovariables, elles ne font pas ce que je viens de dire. Elles n'empêchent pas dans un sens en laissant passer dans l'autre sens. En fait, ce qu'elles font, c'est que quand le taux d'humidité au contact de la membrane est faible, elles sont très peu perméables, et quand le taux d'humidité est fort, elles deviennent très perméables. C'est ça l'hygrovariable. Et il se trouve qu'en hiver, le taux d'humidité intérieure, surtout si on a une bonne ventilation, est faible, donc la membrane est très fermée, ça passe peu, et en été, le taux d'humidité est beaucoup plus élevé, et à ce moment-là, s'il y a de l'humidité qui s'est condensée ou qui est dans le mur, elle a la possibilité de ressortir relativement facilement. Donc voilà le fonctionnement réel des membranes hygrovariables. Hein. Elles ne sont pas intelligentes, elles n'identifient pas les molécules qui vont dans le bon sens. Maintenant, depuis, il y a un fabricant qui a développé un nouveau type de membrane qui n'est pas du tout sur les mêmes principes physiques et qui, elle, a un peu le fonctionnement d'une diode électrique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle bloque dans un sens, elle laisse passer dans l'autre. Mais ce n'est pas du tout le même type de membrane, et ça c'est très récent. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut faire bien attention, c'est que la membrane variable, ou même les membranes qui laissent ressécher, elles ont une mécanique qui est basée sur le fait que le mur peut ressécher à un moment ou à un autre. J'insiste, c'est que si votre mur ici ne va jamais être plus chaud que la pièce à l'intérieur, il n'y a jamais de resséchage. Et ça, c'est des conditions qu'on obtient en altitude. Si vous allez, je prends un exemple un peu poussé, si vous allez à l'auberge du Honeck, en haut du Honeck dans les Vosges, le nombre d'heures par an où le mur est plus chaud qu'à l'intérieur n'est pas très loin de zéro. Donc ça veut dire que unité I sur des bâtiments comme ça, ça sert à, on ne ressortira jamais l'eau qui rentrera dedans. Donc en fait, l'ITI est quasiment à proscrire sur ce type de bâtiment. Voilà, c'est juste vous donner un petit peu la limite il n'y a pas de recette, c'est que dans la plupart des cas, ça se passe relativement bien. Et encore, je ne vous ai pas mis la complexité que on parle d'un mur moyen. C'est-à-dire qu'en général, sur un mur sud, ça se passe très très bien, parce que le mur sud, il va chauffer, parce qu'il prend du rayonnement. Mais un mur nord ou un mur sous les arbres, ben, elle ne va pas chauffer. Donc, il risque d'avoir des pathologies. Voilà, c'est donc isolation thermique par l'intérieur. Attention, 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 attention. Et là, on n'a rentré aucune humidité dans le mur. Hein. On n'a pas mis d'humidité accidentelle. L'humidité accidentelle, pareil, elle ne peut ressortir qu'en été si le mur chauffe. Si le mur ne chauffe pas, elle n'en sortira pas. Donc, voilà, ça c'est le point. Une fois qu'on a regardé les autres pathologies, hein, les pathologies existantes, on va dire capillaires, ainsi de suite, enfin tout ce qu'on a vu, au moment où on isole, le point clé il est là, par l'intérieur. Par l'extérieur, vraiment, pour créer des désordres, il faut. Alors, je réponds en même temps une série de questions type là. Est-ce qu'on peut faire un ITE quand il y a eu un ITI? Réponse oui. De toute façon, l'ITE ne fera qu'améliorer le comportement du mur. Par contre, dans ce cas-là, surtout si l'intérieur est très fermé à la vapeur, il faudrait mieux que l'ITE soit très ouvert, soit plutôt une fibre. Parce que on a déjà un côté du mur qui respire pas, c'est le mauvais terme, hein, mais qui n'est pas ouvert à la diffusion. Donc, il n'y a pas forcément besoin de l'enlever. Hein. Surtout en bâti plus moderne. Ça va être des techniques de rénovation. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des maisons avec 5 cm d'isolant par l'intérieur.
qui ont tout l'intérieur qui est en bon état, bien fait, ainsi de suite, presque la seule solution, c'est d'aller leur faire un ITE. Donc là, vous n'allez pas démonter l'ITI. Par contre, sur du bâti ancien, du colombage, on ne fera pas d'ITE, mais sur du mur beaucoup plus fragile, peut-être qu'il faudra aller démonter l'ITI quand même, pour avoir une paroi, assainir la paroi, quoi. Des dégâts qui ont été créés par l'ITI qui a été fait avant. Et j'avais une question, comment s'appelle du coup le fabricant qui a mis au point cette nouvelle membrane? Alors, c'est une membrane de chez SIGA. Je ne suis pas 100% sûr qu'il n'y en a pas un autre qui en produit une, mais c'est eux les premiers à nous l'avoir présenté. A priori, c'est assez récent et on n'en a pas vu d'autres. Mais encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que vous mettez de la SIGA, tout va bien. Oui, très important. Les membranes hygrovariables ou les pare-vapeurs, vous les mettez à l'endroit, à l'envers. Ce qui est écrit dessus, c'est que de la pub. Une membrane de type de chez SIGA, vous la mettez à l'envers, vous créez la pathologie totale. Hein. Parce que là, vous avez un mur où tout rentre dedans, rien ne sort. Donc, vous avez inventé le meilleur des deux mondes. Donc, attention. Et j'espère que vous mettrez des gros attention dessus. Alors, on s'est concentré sur notre mur courant. Mais le problème de l'isolation par l'intérieur, cumulant tous les problèmes, c'est qu'en plus, elle crée des points singuliers assez méchants qui s'appellent tout ce qui est les solivages, tout ce qui est les accidents où vous allez devoir isoler autour. Et le problème, c'est que ici, vous avez fait une super membrane, parce que vous avez eu très peur de tout ce que j'ai dit sur les problèmes de diffusion, de pont de vapeur, ainsi de suite. Le problème, c'est que ici, si vous vous arrêtez au plancher et que vous reprenez au niveau du plafond en plâtre, vous avez généré un gigantesque pont de vapeur entre les deux. En plus, avec des abouts de solive en bois, c'est-à-dire quelque chose qui n'aime pas trop de baigner dans l'eau pendant trop longtemps. Et ça veut dire aussi que dans l'isolation par l'intérieur, vous avez obligation d'aller tricoter autour des solives, c'est-à-dire de démonter la première lame, de démonter le plafond, et d'aller faire des membranes continues, de mettre de l'isolant en continu pour ne pas faire de point de condensation. Et c'est un travail très important. Donc, l'isolation par l'extérieur est moins chère que l'isolation par l'intérieur est moins chère que l'isolation par l'extérieur. Alors là, c'est très discutable. Si en isolation par l'intérieur, vous devez refaire toute l'électricité, refaire tout le circuit de chauffage, enfin démonter, le remonter, démonter les planchers, couper les plafonds, passer la membrane, vous allez vous rendre compte rapidement que l'ITE n'était pas plus cher. Maintenant, c'est sûr que quand on est dans du bâti vraiment ancien, qui n'a pas de chauffage central, il n'y a pas d'électricité, où il faut tout refaire, les murs ils sont pas droits, ils sont pas beaux, ils sont tout ce qu'on veut, effectivement, là, l'ITI il répond aussi à tous les autres problèmes de... Vous allez pouvoir passer l'électricité en faisant une double cloison, vous allez pouvoir passer de la distribution chauffage câblée, enfin, vous allez pouvoir faire plein de choses. Mais c'est impossible de dire a priori l'ITI c'est moins cher que l'ITE ou ainsi de suite. Voilà. Ça va dépendre vraiment du cas et comment on le fait. C'est sûr, pour mettre du 10 plus 1 collé, l'ITI, il n'y a pas moins cher. Et, vous avez vu, hein, j'ai pas de diapo qui parle du 10 plus 1 collé. Voilà. Bon, c'est ça, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué là tout à l'heure, mais qui était réexpliqué un petit peu plus loin sur les problèmes de diffusion de vapeur. Voilà, donc si on veut synthétiser un petit peu comment limiter les risques dans la rénovation, une paroi extérieure imperméable à la pluie, une étanchéité à l'air du côté chaud, et un système de ventilation. Je n'ai pas insisté beaucoup, je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant. Le système d'évacuation de l'humidité produite à l'intérieur du logement, environ une dizaine de litres par jour pour une famille, c'est pas, même si les parois le permettaient de le faire, c'est pas les parois, ça reste la ventilation. Donc, si vous voulez limiter au maximum, la ventilation quelque part, si vous voulez, c'est un peu comme la soupape sur la cocotte minute. Hein. Ça permet de sortir l'humidité sans avoir besoin qu'elle traverse un endroit où on ne veut pas. Donc, avec ces trois points-là, on met de notre côté tous les... on limite au maximum tous les risques. Donc, côté extérieur, des paravents très ouverts à la diffusion de vapeur, qui permettront d'évacuer. Et dans les enduits, des enduits capillaires. Les enduits capillaires, c'est quoi? C'est les enduits sur base minérale. C'est pas les enduits qui sont collés à la colle, enfin, qui sont liés avec de la colle, les RPE ou autres, qui eux, de toute façon, sont pas... On appelle ça enduit, on devrait appeler ça couche de colle. Ou membrane extérieure. Côté intérieur, des matériaux limitant plutôt l'entrée de vapeur d'eau dans la paroi, mais permettant si besoin son évacuation en été. Donc c'est les freins vapeur, membrane hygrovariable, ou membrane avec un sens de passage. Les fabricants d'enduits ont beaucoup de sur l'ému ou sur les valeurs SD de leurs produits. Oui.
Pour faire relativement simple, quelque chose qui va s'appeler vraiment minéral, a de grandes chances d'être assez ouvert et capillaire, et tout ce qui va pas avoir cette mention-là, elle l'aura pas, quoi. Mais je suis d'accord, hein, c'est pas une garantie. Hein. Et il y a des fois des surprises. Bon, sinon après, mais effectivement, c'est peu usité. Hein, sur du bâti ancien, c'est les enduits traditionnels. Hein. Le traditionnel, on le connaît. Hein, c'est extrêmement ouvert à la diffusion. Hein. Donc, bon, après, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes, mais c'est aussi bien adapté au bâti ancien. Alors, tout ce qu'on a vu là, on le retrouve dans toutes les maisons. Mais en plus, il y a toujours un plus sur le bâti très ancien, donc le bâti en fait avec une vie à l'humidité très particulière. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans le bâti ancien, il a une mécanique d'équilibre, surtout par le fait qu'il soit occupé, qui fait que une partie du pompage capillaire qui remonte dans les murs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne s'évapore pas de manière homogène de chaque côté, mais s'évapore sur l'extérieur. Simplement, comme le bâti est occupé, ici il y a la cocotte minute qui est en route, et donc la pression de vapeur pousse vers l'extérieur. Et en fait, en simulation, on le voit très bien, on a un gradient où cette pression a tendance à sécher le mur vers l'extérieur. Donc dans son fonctionnement traditionnel, personne n'a fait exprès, hein, les anciens n'avaient pas fait d'études de transfert d'humidité, il se trouve que simplement en construisant comme ils ont construit, ils avaient des bâtiments qui n'étaient pas complètement insalubres. Donc le fonctionnement traditionnel, c'est aussi pour ça que pendant longtemps, moi j'avais pas compris pourquoi, tout le monde me disait, enfin beaucoup de monde me disait, les maisons anciennes, les vieilles fermes, surtout dans les Vosges, à partir du moment où elles sont plus occupées, elles se dégradent très vite. Je dis, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de... J'avais jamais vraiment trop compris. Et en fait, c'est ça l'explication. C'est que, à partir du moment où elles sont plus occupées, elles sont plus chauffées en tout cas à température normale, même si elles sont en gel, ou voire elles sont plus chauffées du tout, et ben, le pompage capillaire évapore finalement des deux côtés, de la même façon. Donc on ramène beaucoup plus d'humidité à l'intérieur dans un bâti qui est beaucoup plus froid. Donc, on atteint très régulièrement la condensation. Donc on développe des champignons, cette odeur désagréable quand on rentre dans les vieilles maisons qui ne sont pas occupées, ben, ça vient de là. C'est simplement le système qui pousse le pompage capillaire, la cocotte minute, ben, elle n'est plus en route. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc voilà. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le mur ancien ou le bâti ancien, ils sont construits comme des systèmes ouverts à l'humidité, ouverts à la diffusion, donc ils obtenaient leur équilibre. Alors au prix d'une consommation énergétique, au prix de différentes choses, mais ils obtenaient leur équilibre. Il faut bien le comprendre, hein, sinon, tant qu'on n'a pas ça en tête, on a l'impression qu'on fait des trucs, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Donc si on fait la comparaison bâti ancien, bâti moderne, clairement, c'était du bâti qui fonctionnait sans système de ventilation, parce qu'en fait, il y avait un système de ventilation naturelle par défaut d'étanchéité, par souvent des hauteurs sous plafond plus importantes, et au prix de perte relativement importante. Le bâti moderne, il se ventile par sa mécanique, enfin voilà, c'est essentiellement pour ça que je voulais comparer. Et quand on isole du bâti ancien, bah, finalement on le transforme sur certains aspects dans du bâti moderne, ce qui impose la ventilation. Voilà, c'est un petit peu le... Voilà, donc, on a des murs qui sont très ouverts à la diffusion dans le bâti ancien, donc qui sont capables d'avoir énormément de transferts. Sur du bâti moderne, soit parce qu'on a mis de l'isolation à l'intérieur, soit parce qu'on a des parois elles-mêmes complètement fermées, la ventilation est la seule solution. L'apparition de la VMC, hein, ça a jamais été La VMC n'a pas été installée pour des raisons d'avoir une bonne qualité d'air intérieur. Hein. Elle a été installée pour que les parois ne pourrissent pas, hein, pour faire simple. Alors qu'on n'a jamais de VMC dans le bâti ancien. Donc c'est son explication principale. Alors, petite diapo de synthèse un petit peu pour un certain nombre d'autres questions à se poser. Là, j'ai à peu près fini sur les questions d'humidité. Humidité et étanchéité à l'air qui sont complètement liées, mais qui sont quand même la pathologie numéro 1. Et donc après, les questions à se poser donc, lors des visites. Intervention sur les menuiseries, donc est-ce qu'on va les remplacer où est-ce qu'elles doivent être positionnées aussi, c'est une question importante. Sur fait de l'ITE, je ne vais pas les mettre exactement pareil que quand on fait de l'ITI, ou en tout cas il faut prendre des dormants, prévoir les retours d'isolant. On avait parlé à un moment des organisations des espaces intérieurs, vous allez me dire c'est pas votre problème, mais c'est là où l'architecte ou quelqu'un qui fait du conseil architectural peut intervenir, évidemment. Faire une rénovation globale, mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans sa maison, c'est aussi
l'occasion de régler des problèmes fonctionnels, surtout dans le bâti ancien. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait une salle de bain à un moment parce que c'était la mode. Ils ont fait la salle de bain à un endroit qui aujourd'hui est complètement, en général, loin. Il faut peut-être la remettre différemment à l'intérieur. Donc il y a des interventions intérieures. Intervention sur les sols et sur les planchers, il y a toujours les problèmes thermiques, les problèmes structurels. La ventilation, bien sûr, il faudra en mettre. Intervention sur les abords, ça fait partie de la question, hein, qu'on isole par l'extérieur ou pas. Tous les problèmes liés à l'humidité se gèrent en grande partie par l'extérieur. Bon, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Hein. C'est un petit peu une checklist des questions qu'il faut se poser pour aborder la rénovation. Alors ça, c'est pour enfoncer le clou, juste. On va juste se concentrer sur le petit dessin là. Ça, c'est des calculs qui ont été faits Vous avez ici une membrane parfaitement fermée, vous venez avec un cutter, vous ouvrez votre membrane d'1 millimètre. Et on est dans des conditions où il fait 20 degrés dedans, 0 degrés dehors. Par pompe vapeur, on va envoyer 360 grammes d'eau par jour et par mètre carré d'isolant. Dans ces conditions-là, en fait, c'est pas juste des gouttes qui apparaissent ici. Hein. C'est toute une zone qui va se charger d'humidité. Donc c'est plus que les problèmes de diffusion au travers, est-ce que j'ai mis le bon par vapeur, est-ce que j'ai mis la bonne régulation, c'est le défaut qui va créer le problème. Alors, oui, enfin, que j'ai dit, j'en ai fini, c'est pas vrai, j'en ai fini sur les problèmes d'humidité. On reparle un peu de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air dans le bâti ancien, il y a des cas, des fermes qu'on a testées dans le cadre d'études en Champagne-Ardenne, on n'a jamais atteint le N50, on n'a jamais atteint les 50 pascal. Le ventilateur était au maximum, comme quand on teste un collège, mais parce qu'on a trouvé un certain nombre d'ouvertures qui ne pouvaient se fermer. Voilà, donc l'étanchéité à l'air, elle est quasi inexistante jusqu'à, sur du bâti des années, on va dire, d'après-guerre, des N50 de 8, 10, c'est tout à fait courant. Donc c'est extrêmement mauvais, et il faut atteindre des niveaux au moins équivalents à ceux de la RT 2012, c'est-à-dire des N50 qui vont être aux alentours de 3, mais descendre à 2 ou 1, c'est tout à fait jouable. Par exemple, on fait une rénovation globale, on intervient sur toutes les parois. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne recrée pas une étanchéité à l'air. Surtout quand on regarde l'origine des défauts. Alors dans le bâti vraiment ancien, c'est les menuiseries. Menuiserie et leur raccord, hein. Il n'y a pas que la menuiserie. Ensuite, on a tout ce qui est passage d'équipement électrique, parce que ça, c'est revenu après. Et donc, en général, c'est un réseau... C'est pas un réseau double flux, hein, mais c'est un réseau de ventilation en lui-même, les gaines électriques, parce que ça passe très souvent espace non chauffé, espace chauffé. Et ça arrive dans toutes les pièces. Donc, le réseau électrique, c'est ou haute tuyauterie. Alors, bon, ça, c'est les hautes tuyauteries. Ça, c'est typiquement, dans le bâti ancien, on a installé un chauffage central. On est arrivé soit par la cave, on a fait des trous, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, soit on est arrivé par les pompes, puis on a fait des trous. Donc, les trous, on les a pas bouchés. Et donc on a ça. Structurellement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et puis après, c'est tout ce qui va être trappe. Alors les accès combe-cave, en général, à tous les coups on gagne, et même dans les maisons où on a changé les menuiseries, c'est là où il y a des doutes des fois sur le conseil des menuisiers. Ils ont mis des belles menuiseries, et puis on a une espèce de truc en planche, vaguement, qu'on voit au-dessus, en dessous, sur le côté, qui descend à la cave. Et puis pour les combes, on a la même chose. Quoi. Donc là, on a quand même des systèmes de ventilation de parasites. Surtout avec par tirage thermique, ça marche super bien de tirer dans la cave pour monter au grenier. Enfin, c'est la ventilation qu'il n'y a pas. Hein. Mais voilà, c'est des choses comme ça, c'est énorme. Et puis après, si on rentre dans le structurel, on va trouver les joints, murs, toitures, qui en rénovation ne sont pas forcément toujours faciles à gérer, surtout quand les combles sont aménagés. Quand les combles ne sont pas aménagés, c'est super facile. Mais quand ils sont aménagés, c'est beaucoup plus dur. Et puis après, ben voilà, on peut à peu près tout retrouver. Quoi. Mais là-dessus, je dirais les bonnes habitudes qui ont été prises dans la construction neuve aident énormément. Après, il y a des cas particuliers, électricité et fluide là, qui ne sont pas faits de la même façon normalement, mais on va dire que c'est un peu les mêmes préoccupations. Et pareil, hein, quand on voit ça, on peut se dire mais c'est impossible d'étancher ça. Non, c'est pas impossible. Ça prend un tout petit peu plus de temps, c'est tout. Il y a des produits, il y a de plus en plus de produits. On peut avoir recours à des produits qui vont faire une prise, on va rescotcher dessus. Il y a beaucoup de créativité. Hein. Nous, on est souvent étonnés sur les chantiers de rénovation, les astuces qui sont trouvées par les entreprises. À partir du moment où elles ont bien compris qu'il fallait trouver une solution pour étancher une zone,
Il y a plein de possibilités. Et c'est, dans l'absolu, quand on regarde, c'est sûr que c'est plus rapide que s'il n'y avait pas eu cette pièce, mais elle est là. Donc on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vue en se disant, bah, c'est pas grave, j'étanche pas, quoi. Sachant que le problème de l'étanchéité à l'air, c'est que quand on n'a pas traité un détail, on est sûr qu'il va fuir. Par contre, même quand on a traité des détails, on en trouve toujours des nouveaux, presque, enfin, qu'on n'avait pas anticipé. Donc, dès qu'on sait qu'il y a un défaut, il faut le traiter, quoi. Et après, les solutions, suivant les cas, hein, ça repasse par des enduits, hein, parce qu'on a quand même... Alors, les bâtis vraiment anciens, en général, sont étanches. Par contre, dès qu'on a de la brique, ça, en Alsace, par exemple, on a beaucoup de bâtiments en briques creuses, qui ne sont pas forcément enduits derrière les parements. Alors là, il n'y a pas trop d'autres solutions qu'aller enduire au plâtre. Parce que sinon on ne s'en sort pas, c'est poreux de partout. Et bien sûr, quand on est en isolation par l'intérieur, c'est au travers de la membrane. La membrane a une double fonction, hein. Souvent on a tendance un petit peu à faire l'amalgame, elle régule la vapeur, mais elle assure aussi l'étanchéité à l'air. Donc elles ont double fonction. Et bien sûr, faire du contrôle. Dire on a traité l'étanchéité à l'air sans faire un essai en phase chantier, évidemment pas quand c'est fini, parce que ça ne sert plus à grand chose, pour se faire peur. Il faut le faire vraiment en phase chantier avant toute finition intérieure. Voilà. Et enfin, on en reparle, même si on ne veut pas se focaliser dessus, la ventilation. Hein, donc, surtout si on a travaillé sur l'étanchéité à l'air, ventilation double flux. Pareil, au début, on a toujours l'impression que c'est impossible de remettre de la double flux dans de l'existant. Il existe plein de solutions entre des machines murales, plafonnières, des machines décentralisées. On trouve plein d'astuces pour faire des distributions dans des circulations. Au début, ça fait peur, mais on y arrive. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. Hop. Alors moi, j'aurais fini un peu sur les présentations et après, on va regarder quelques cas. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions ou quelques points que vous souhaiteriez aborder maintenant. Alors, on ne va pas parler de celui-là tout de suite. Alors, quand on disait rénovation passive, hein, je dis passive, 15 kWh par mètre carré, tout à fait possible sur des gros bâtiments, donc type des collectifs, type des collèges, type des gros bâtiments, où même s'il reste des liaisons au sol, on va le compenser par la performance du reste de l'enveloppe. Donc ça, c'est une opération de rénovation qu'on a fait dans les Vosges. Donc sur phase, on est déjà en altitude, hein, c'est pas l'endroit le plus facile pour faire une rénovation qui a un niveau de performance vraiment bas. Vous avez en bas le bâtiment d'origine. Donc l'intérêt aussi, hein, comme je le disais, c'est on ne fait pas que de la thermique, hein, on fait aussi quelques aménagements. Là, on a refait des entrées. C'est toujours l'occasion d'améliorer les bâtiments, pas juste en thermique. Donc le principe, c'est, on le voit encore là, les bâtiments dans leur état d'origine, avec le grand classique, ils ont presque tous un pignon avec de l'amiante dessus, donc bien sûr ça a des précautions particulières. Et c'était un ensemble de 5 bâtiments. Aujourd'hui, il y avait, parce qu'ils n'ont pas été construits tous en même temps, il y avait 5 bâtiments, 3 chaufferies. Donc il y avait des bâtiments qui étaient liés entre eux et des bâtiments qui avaient des chaufferies indépendantes. Donc c'est aussi l'idée de passer de 3 chaufferies gaz pour 5 bâtiments à une seule chaufferie biomasse pour 5 bâtiments, et donc de repasser des réseaux de chaleur. Donc c'est aussi là où économiquement, alors juste avant, ça c'est du bâti des années 70, donc on a peu de problèmes d'humidité, relativement bien vieillis, ils sont 100% sur cave, donc ce qui fait qu'on n'aura jamais de problème de capillarité, enfin tout ce qu'on a vu avant, là on l'a pas. Mais donc c'est déjà ça. En plus c'est du logement social, donc avec tous les logements occupés, donc le travail, la question intérieur-extérieur ne se pose même pas, c'est du travail 100% extérieur, même sur du bâti plus vieux et on va dire, on pourrait se poser la question, le simple fait que les gens soient dedans amène à une logique de travailler à 100% par l'extérieur. Et donc sur cette opération-là, le petit schéma qui essaye de résumer un petit peu tout ce qu'on y fait, on y applique réellement des parois passives sur toutes les parois. On a 30 cm d'isolant en laine de bois, fabrication locale sur les murs. On a 40 cm de watts en comble et 20 cm d'isolant projeté en cave. Donc là, on a vraiment des parois de bâtiments passifs. Et par contre, les menuiseries qui ont déjà été changées il y a quelques années
elles ne sont pas rechangées pour des problèmes économiques évidents. Alors ça reste un point faible, hein. C'est pas des menuiseries aussi performantes que ce qu'on aurait voulu. Par contre, leur changement un jour est anticipé par des pièces qui sont démontables dans l'enveloppe pour pouvoir aller changer les menuiseries. Donc ça c'est la partie enveloppe. Et profitant des très fortes épaisseurs d'isolant, on rajoute des gaines de ventilation double flux par l'extérieur. Et ça ne peut fonctionner que parce qu'on a des isolants très épais. Et là, en fait, on recrée une pieuvre de distribution avec des centrales de ventilation qui sont dans les communs, dans les caves, qui distribuent en sous-face de dalle, et ensuite qui remontent verticalement et à chaque fois vont percer chaque pièce, donc pièce technique à aspiration, pièce de vis soufflage, avec des dispositifs anti-téléphonie, qui permet de faire fonctionner la ventilation double flux. Et enfin, l'ensemble du système fonctionne sur une seule chaufferie centralisée qui produit de la chaleur pour le chauffage, le réseau de chauffage étant existant, c'est le chauffage central, et en plus on a des ballons d'eau chaude sanitaire qui produisent par bâtiment, en remplacement de ballons électriques qui étaient dans les logements. Donc, excusez-moi, moi j'ai une question à vous poser par rapport à ça, c'est que j'ai entendu parler que le fait de faire une isolation par l'extérieur, en fait, sur ces rénovations-là, créait d'autres désordres qui étaient de l'ordre plutôt de l'acoustique. Est-ce que vous l'avez traité aussi, ou est-ce que ça a pu se faire ou pas? L'isolation elle-même ne crée pas forcément de désordre acoustique. Non, parce que les bruits extérieurs finalement sont plus feutrés, oui. Alors dans notre cas, c'est un peu intermédiaire. Très souvent, finalement, c'est pas tant l'isolation par l'extérieur qui améliore vraiment, mais c'est le changement des menuiseries. Parce que quand on passe de menuiserie, surtout s'il y avait du simple vitrage et pas ou peu de joints ou plus de joints, on entend en dehors par en fait pont phonique et pont thermique ou défaut d'étanchéité plutôt, c'est très souvent synonyme. Donc on entend dehors, très bien. Et c'est vrai qu'on a mis une bonne menuiserie, alors triple double, c'est pas tant que ça, mais en tout cas qu'il y a des bons joints qui sont bien serrés, on entend bien, on ferme, on n'entend plus dehors. Et là forcément on entend en rapport plus les bruits intérieurs. Et de même, mais plus encore le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on passe de bâtiments qui n'avaient pas de ventilation à une ventilation double flux, et quoi qu'on fasse, même bien faite, une ventilation mécanique fera toujours plus de bruit qu'aucune ventilation. Et là, forcément, on a des remarques, et puis il y a aussi des fois des vrais soucis d'équilibrage, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir à la mise en place d'une ventilation. Et finalement, là, psychologiquement, le problème numéro 1, c'est que jusque-là, on a livré énormément de bâtiments passifs où on a mis dedans des gens qui venaient de bâtiments pas terribles. Et on n'a jamais eu de problème d'appropriation du bâtiment, finalement, de remarques ou de choses comme ça. Pour une raison très simple. Les gens, ils arrivent, on leur dit ça, c'est votre nouveau bâtiment. En plus, on leur dit qu'il est super, mais ça, finalement, ils s'en foutent, parce qu'ils ont, surtout, c'est leur nouvel appartement. Ils se demandent où ils vont mettre leurs meubles, et ainsi de suite. Et ils le prennent tel qu'il est. Sur le jour où ils l'ont visité, le jour où ils rentrent dedans, la ventilation, elle est en route. Donc, ils n'ont pas connu comment ils pouvaient être avant. Le problème, c'est que là, on a des appartements, dans certains, les gens habitent dedans depuis 40 ans. Et quand on a fini l'opération, le bâtiment, mais il ne ressemble plus du tout au bâtiment d'avant, vu de l'extérieur. C'est l'avantage du ITE, ils sont complètement relookés. Le système énergétique n'a plus rien à voir. Par contre, le locataire dans son appartement, rien n'a changé, esthétiquement. Par qu'il y a des bouches en plus. Mais rien n'a changé. Et là, ça crée un certain nombre de remarques, de demandes, d'insatisfaction qui ne trouvent pas forcément de fondement. Par exemple, c'est qu'avant, dans ces bâtiments-là, alors ça c'était une blague que me racontait un maire d'une commune de l'autre côté du col, mais bien en altitude, qui me disait, tu sais, c'était au village du Bonhomme, le village du Bonhomme, il fait froid que 2 mois dans l'année. La première fois qu'il me l'a dit, je me dis, c'est bizarre, quand même un village où en hiver on voit pas trop le soleil. Et il me dit, si, c'est juillet-août quand on coupe le chauffage. Et voilà, donc dans ces coins-là, c'est un peu ça quand même, ces bâtiments-là. Ils ont des saisons de chauffe très très longues, on est en fond de vallée, et les gens sont surtout habitués, quand il commence à faire un petit peu plus mauvais dehors, ce qui les rassurait, c'est leur radiateur brûlant. Comme on n'a pas changé les radiateurs, qu'on a divisé par 5 à 6 et les déperditions, les radiateurs, ils sont entre froids la plupart du temps, vaguement tièdes quand il commence à faire un peu froid. Jamais brûlant. Mais jamais chaud, en fait. Ils sont objectivement jamais chauds.
Et comme dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, ils n'avaient pas de vannes thermo, on a remis des vannes thermo, ainsi de suite, qui coupent tout de suite, bah finalement, leur chauffage il marche jamais. Il marche pas, voilà, il marche pas. Donc ça c'est dur, ça c'est très très dur. Ça marche pas, mais vous avez 23, vous avez 24, mais il marche pas. Voilà, ça va prendre un certain temps, c'est pas évident. On s'y attendait pas à ce point-là. Tout simplement parce qu'en fait, quand on a mis les gens dans des bâtiments passifs où il n'y avait plus de système de chauffage, ils sont rentrés, il n'y avait pas de radiateur, il faisait bon, ben voilà, ils marchent comme ça. Sauf que là, ils avaient, eux, des énormes radiateurs qui étaient toujours brûlants, et maintenant, ils ont toujours les énormes radiateurs, ils sont plus brûlants. Et c'est pas évident. Voilà. C'est le problème numéro 1 qu'on a sur ces bâtiments-là. Mais on va voir dans le temps ce que ça donne. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire une diminution de charge de chauffage et de choses sanitaires d'un facteur 10. Alors, comment on fait un facteur 10 ? C'est pas un facteur 10 sur les déperditions, mais c'est un facteur 10 sur le mix déperdition, qu'on divise par 5 à 6, et source d'énergie, où on passe de gaz à du granulé ou de la plaquette, et on passe d'électricité pour faire l'eau chaude dans des petits ballons. Alors là, au niveau de l'efficacité, 42 petits ballons dispersés partout par rapport à des gros ballons bien isolés produits sur de la biomasse. Là, on gagne énormément. En fait, on divise à peu près par 2 coûts de production de l'eau chaude sanitaire, et au total, on constitue un facteur 10. Et là, pareil, c'est intéressant parce que quand on a fait ces opérations-là, là, on était à 42 logements. Hein. Je suis encore voilà, des photos du chantier. Donc, on voit le passage des gaines de ventilation dans l'épaisseur de l'isolant. Je ne sais pas si j'en ai après. Ouais. Bon, après, c'est des ratios de coûts, c'est moins passionnant. Mais sur ce. Une question qui est arrivée à un moment, c'était oui, mais on a des petits bâtiments, on a des gros bâtiments, on a des bien orientés, on a des mal orientés. Voilà, la même question que pour les maisons. Et bien, la réponse, elle est tombée sur la même, c'est que en appliquant les mêmes solutions, on obtient à peu près le même facteur de réduction. Le bâtiment, on ne va pas le tourner dans le bon sens, on n'empêche pas qu'il soit ombré ou pas, mais comme on applique le même facteur de réduction, bah, finalement, tout le monde y trouve son intérêt. Évidemment, ceux qui consommaient déjà beaucoup au début consommeront plus à la fin, mais ce qu'on leur a fait réduire en absolu est plus important. Donc la méthode est validée d'appliquer les mêmes solutions tout le temps. Tu as fait un test d'étanchéité des réseaux avec Oui, systématique. Bah, forcément, en mettant des réseaux dans l'isolant, on a demandé une classe B à chaque fois et on l'a obtenu à chaque fois. Bon, c'est des réseaux quand même très très simples, hein. C'est que du galva, ils sont relativement courts. Mais oui, là c'est un des rares cas où on est en 100%, même sur les entreprises qui savent faire, ils sont toujours à 100%. Et en général, qu'est-ce qui se passe sur les tests, hein? En fait, les tests de réseau, il faut vraiment les faire. Parce que même quand c'était fait sérieusement, c'est ou c'est bon, ou c'est catastrophique. Parce qu'en général, il suffit d'un raccord oublié, d'un raccord vraiment mal fait, de quelque chose qui a été oublié. Très souvent, c'est oublié, parce que c'est pas la même équipe qui a fait, ainsi de suite. Il est tout de suite trouvé, tout de suite colmaté, et là, on est tout de suite bon. Mais ne pas le faire, c'est prendre le risque de se retrouver avec un milieu de gaine qui aboutit nulle part. Voilà. Et donc, pour rééquilibrer, parce que sinon, vous auriez pu me dire, on parle que du bâti des années 70, c'est facile, on fait de l'ITE, donc on n'arrivera jamais sur les bâtis très anciens. Ben, on en a trouvé un qui était assez ancien. C'est à Saint-Dié, c'est une ancienne école qui a été transformée en logement, et c'est un bâti de 1857 ou 58. Il est complètement dans la catégorie qu'on décrivait. Construction traditionnelle moellon de grès, avec, comme c'était un beau bâtiment public, des beaux encadrements en grès partout, absolument partout, des beaux natures en grès. Donc, ça fait partie des bâtiments où la question intérieur-extérieur ne se pose pas une seconde. Parce que même comme ça, il n'y en a pas tant que ça, hein, en aussi bon état. Alors ça, c'est la version rénovée. Hein. C'est pas la version en travaux. Hein. Parce avant travaux, c'était beaucoup moins beau, parce qu'ici, il y avait des fenêtres en PVC, il n'y avait pas le petit parterre devant, elle avait un horrible escalier en béton. Donc en fait, la rénovation a fait aussi un petit peu de restauration au sens patrimonial du terme. Voilà le bâtiment fin 19e. Donc vous voyez quand même que pas beaucoup évolué. Hein. Les volets. Oui, il y avait les volets, oui. Mais les volets n'étaient déjà plus là hein, quand on l'a rénové. Quoi. Les volets passants, non? Pardon? Je disais, oui, les volets passants. Ouais. Oui, bah oui, ils avaient toujours des volets battants. Non, les volets battants que sur les logements. C'est des logements de fonction des instituteurs. Hein. En bas, sur les salles de classe, on n'avait pas. Donc,
Alors, comment on a procédé? On a procédé par l'intérieur. On a procédé... on était très limité en épaisseur d'isolant, on doit être qu'à 140 mm. Pour des problèmes d'habitabilité, il fallait réussir pour que l'opération se finance à faire 6 T3. Donc ils sont un peu rentrés au chausse-pied. Donc c'est pour ça qu'on était limité à 140-150 mm d'isolant. Les menuiseries, c'est de la menuiserie bois massif en triple vitrage. Il y a plein d'astuces de... Ouais, ça c'est les anciennes menuiseries PVC là qu'on voit. Ça c'était avant qu'on les enlève là. Et ça c'est les nouvelles en menuiserie bois. Donc là elles sont avec un gros écarteur bois pour venir à l'axe de l'isolant. C'est-à-dire qu'en fait on a appliqué exactement les règles de conception d'un bâtiment passif, mais par l'intérieur. Les planchers ont été... Voilà. Alors toutes les réponses sont sur la coupe. Donc ce qui se passe, c'est que on a d'énormes hauteurs sous plafond, hein, qui sont quasi incompatibles avec du logement tel qu'on le fait. Donc on l'a mis à profit. Ici, on avait aussi des problèmes avec les voûtes. Il y avait des grandes voûtes à grande portée qui étaient fracturées, enfin qui avaient tendance à s'affaisser. Donc on a recréé un solivage en fait, qu'on a rempli d'isolant. On a scotché les OSB. On a la paroi extérieure qui, en rapport aux épaisseurs qu'on a au-dessus et en dessous, paraît incroyablement fine. Mais en fait, on a quand même 15 cm d'isolant. Donc au-dessus, en comble, on a pu mettre largement nos 40 cm de watts tranquillement. Et on a une paroi en fait, qui est parfaitement continue, parfaitement alignée au niveau des isolants. Et on a un niveau de performance qui est tout à fait satisfaisant. Hein. On a calculé à moins de 25 kWh par mètre carré selon le critère du bâtiment passif. Et on a pu gérer aussi tout le coupe-feu et tout l'acoustique dans le 1,20 m de plénum qu'on a encore entre les deux bâtiments, passer toute la ventilation. Enfin voilà, c'est un des rares cas où passer de la ventilation, ça n'a vraiment pas été problématique. Hein. On a pu refaire un appart dans le plénum presque. Voilà, donc, et puis derrière, pareil, hein, j'ai la même recette, on a du solaire, on a une petite chaudière granulée et un gros ballon, enfin un ballon mixte au chaud de chauffage qui réduisent énormément les besoins de chauffage du bâtiment. Donc et comme en plus il est très bien orienté, hein, alors ça c'est le côté nord, mais il est presque symétrique du côté sud, il est très bien orienté. C'est vraiment un bâtiment qui a on l'avait calculé à 25 kWh par mètre carré et en pratique il est entre 15 et 20 en termes de consommation. Donc c'est vraiment étonnant, mais il fonctionne même beaucoup mieux que ce qu'on avait envisagé, beaucoup plus proche d'un bâtiment passif que d'un bâtiment BBC, alors qu'on est nettement meilleur que du BBC 9 sur un bâtiment de 1850. Et même économiquement, hein, là, toutes les solutions qu'on a dedans sont des solutions très peu chères. Le coût de rénovation est tout à fait compétitif. Donc voilà, on est capable de rénover. Bon là on a reconstruit les logements dedans, hein, donc c'est pas comparable aux autres rénovations parce qu'il n'y avait pas de logement avant. Mais dans une perspective où on ne rénove pas pour 5 ans ou pour 10 ans, mais qu'on a un bâtiment qui a eu des dizaines, voire des centaines d'années de vie, certaines fonctions, et qu'on veut le transférer dans la transition énergétique pour qu'il revive, je ne sais pas s'il va revivre aussi longtemps, mais au moins pour 30 à 40 ans, on est dans des coûts tout à fait acceptables, par exemple dans le logement social. Enfin, en tout cas jusque-là. Jusqu'à ce que leurs modes de financement ne sont pas remis en cause. Quoi. Voilà, et moi je vais m'arrêter là parce que sinon c'était prévu pour qu'on puisse discuter. Comment tu as traité le plan thermique au niveau du plancher intermédiaire sur le... Ah il est vu l'espace, hein, on avait accès à toutes les solives. Donc là, l'isolant a été mis entre les solives. Et en fait, même là, c'est un peu amusé. Comme dans le plénum, on pouvait faire ce qu'on voulait en épaisseur. Il y a 250 mm d'isolant au lieu de 150 sur 1 mètre là, partout où on pouvait. Et la membrane, tricote. On a fait du tricotage entre les solives pour pouvoir passer.
Voilà. Pourquoi à un moment ils se sont dit on va construire des logements avec autant d'étages sous plafond? Pourquoi il y en a vu? Là, c'est des écoles, hein, déjà. C'est des écoles. Là, il y a des raisons qui ne sont pas inintéressantes. Hein. C'est que dans une perspective bioclimatique, c'est que déjà, à partir où on n'a pas du béton, qu'on ne sait pas faire des bandeaux de fenêtres, au niveau de éclairage naturel, la seule solution quasiment, comme on ne sait pas faire des murs rideaux avec de la pierre, c'est de monter la hauteur, ça permet d'améliorer l'éclairage naturel. Ça permet aussi d'avoir un tampon, quand il y a beaucoup de personnes dedans, au niveau de l'air, il y a un petit peu plus de réserve d'air, hein. Moins vite on se retrouve... en été, pareil, la hauteur, c'est une stratégie aussi de pays du Sud, c'est-à-dire que le coussin d'air chaud là, qui s'accumule a tendance à stratifier, donc on a moins la tête au chaud. Voilà, un certain nombre de raisons qui amènent à ça. Bon, et après, les bâtiments, il y a aussi un côté de grandeur, hein, c'est purement symbolique. Hein. C'est aussi les marches pour monter. Hein. Les marches, c'est pas anodin hein, d'avoir surélevé les bâtiments, c'est pas juste c'est des problèmes d'humidité. Hein. C'est le côté bâtiment public qui a une symbolique, un peu de grandeur, c'est pas le bistrot. Quoi. On monte. Je ne sais plus qui m'a raconté ça. L'idée de ces écoles de cette époque-là, c'est remonter vers la connaissance. Quand même. Il y a toute une symbolique, hein, la forme de l'escalier aussi, qu'on retrouve sur les bâtiments publics, qu'on retrouve sur des mairies, qu'on retrouve sur des... qui souvent étaient les mêmes bâtiments dans les petites communes. Hein, mairie, école, c'était le bâtiment public. Donc il y a ces raisons-là. Et les hauteurs sous plafond sont aussi liées à des côtés un peu... pour marquer le caractère du bâtiment. Donc, comme les habitats... les maisons de riches, sont des grandes hauteurs sous plafond, c'est pas juste pour créer du volume, quoi. Il y a plein de raisons. Quoi. Voilà, les architectes l'expliqueraient mieux que moi. D'accord, c'est clair. Ouais. Et sur l'opération de Remy en Alsace, les artisans qui interviennent sont formés auparavant ou ils sont... Alors, le principe de Doremi, c'est de considérer que les artisans connaissent leur métier. Oui, ouais. C'est pas toujours le cas. Non, mais c'est souvent le cas des artisans qui se réunissent en groupement pour faire un groupement Doremi. En tout cas, ceux qu'on a eu l'occasion de former, qui sont volontaires. En fait, tout marche sur le volontariat. Donc, celui qui veut faire comme d'habitude, qui n'a pas envie de se remettre en cause, qui ne veut pas avoir à répondre quelque part de sa compétence vis-à-vis de ses collègues dans une démarche globale, il ne viendra pas. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, on considère qu'ils sont compétents. On dit que la formation Doremi ne fait pas de formation métier. Par contre, elle insiste lourdement sur les tâches à l'air, transfert d'humidité, le dimensionnement des générateurs de chaleur. Donc elle fait quand même une partie de métier, forcément. Mais orientée dans la rénovation globale. Enfin, c'est pas... L'expérience montre quand même que tous les groupements qu'on a eus découvraient des choses, mais avaient une bonne base. Une volonté de progresser. C'est ça. Ah bah sinon, je veux dire, si ça ne vous intéresse pas de progresser, vous ne mettez pas en groupement. Quoi. Parce que là, dans le groupement, il y a aussi beaucoup d'apprentissage de l'un de l'autre, pourquoi tu fais comme ça. Dans les formations, c'est assez intéressant, parce que des gens qui se connaissent même depuis un certain temps, quand on aborde des choses, il y a un peu les questions qu'on n'a jamais osé poser, mais du chauffagiste au plâtrier, du plâtrier... Enfin, pourquoi tu fais ça? J'ai toujours vu ça, mais pourquoi tu fais ça? C'est intéressant. Il y a beaucoup d'apprentissage. Le groupement est déjà en soi une méthode pour se poser des questions. Quoi. Donc, non, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que ça ne sera pas avec les groupes en entreprise qu'on arrivera à rénover 500 000 logements par an. Le fameux chiffre qu'on annonce de la belle durée. Il y a deux cas complètement séparés. Il y a les maisons individuelles. C'est un gros 50% du problème au niveau national. Chez nous, c'est 60-65%. Et ça, c'est les groupements. Enfin, clairement, pour moi. Et il y a les collectifs, les bâtiments publics, tout le reste. Hein. Ça, c'est dès que c'est un peu conséquent, il faut que ça passe par maîtrise d'œuvre. Juste parce que la complexité du chantier, ou alors ce sera des majors. On a quelqu'un d'entre nous, mais les majors savent faire ça aussi. Aujourd'hui, ils ne s'intéressent encore pas forcément à la maison individuelle. Le jour où il y en a qui auront eu l'idée de faire un truc global avec des commerciaux qui vont voir les gens et pas des groupements, je ne dis pas que ça les intéresse aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles sauront le faire aussi bien qu'un groupement d'artisans, qui va être local, qui va avoir d'autres qualités. Je ne dis pas que ce sera forcément autant dans l'intérêt du client, mais techniquement, si elles se donnent les moyens de monter elles sauront le faire. Donc il y a aussi une opportunité aujourd'hui de répondre à ça par des groupements. Et d'avoir un niveau de qualité. S'il y a de la rénovation globale par des majors, pourquoi elles feraient de la rénovation à un niveau de performance comme ça? Finalement, c'est pas
Après, si on fait une offre à la carte, le principe de Doremi, c'est de ne pas être à la carte, c'est d'être global. Voilà. Si on fait une offre à la carte, on fait ça, mais si vous ne voulez pas ça, vous ne faites pas ça, si vous ne voulez pas ça, vous ne faites pas ça, ben, on perd la force et l'intérêt, je dirais, territorial de faire de la rénovation globale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ce que je voulais dire, c'est même si les maisons de vie ne représentent que 60 ou 60% chez nous, ces 60 ou 65% de rénovation, la réponse ne pourra pas être apportée que par les groupements. Le volume serait tellement important que... Ah, il va manquer plein de monde. Il va manquer énormément de monde. Il manque énormément de monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, on le fait pas. Donc, la règle n'est pas la rénovation globale. Donc, on va dire, les forces en présence se dispersent un petit peu à faire des petits travaux un petit peu dans tous les coins. Puis déjà, ça, c'est pas à faire en 1 an ou en 10 ans. Hein, c'est un projet sur 30 ans, hein, la rénovation globale. Au moins. Donc, oui, mais je suis complètement d'accord. Il n'y a pas l'effectif. Mais en même temps, quand on met en route les plateformes Doremi, ce qu'on se rend compte, c'est que tant que la plateforme n'est pas connue et reconnue, les maisons arrivent au compte-gouttes pour la rénovation globale. C'est un peu c'est la poule et l'œuf. Hein. Aujourd'hui, on sait que la poule est plutôt du côté de l'existence de groupement. S'il n'y a pas de groupement, il n'y aura pas de rénovation globale. Et dès que les rénovations globales existent, ça c'est un petit peu médiatisé par le journal et ainsi de suite, il y a des candidats qui apparaissent. Des gens que, tout simplement, comme ça n'existait pas, même s'ils en avaient eu envie, ça ne se transforme pas en un besoin. Je veux faire ma rénovation globale, je cherche un groupement. Il n'y a pas de groupement. Voilà. Donc sur les territoires où ça a commencé, les groupements sortent 2 à 3 rénovations globales par an sans problème. Quoi. Et continuent à travailler sur d'autres choses à côté. Hein. Ils ne font pas que ça, évidemment. C'est pas les moins des 100 000, les 500 000 en faisant 2-3 par an. C'est ça, c'est ce que je dis. Mais il faudra énormément de groupements. Parce que 2-3 par an, c'est quand même pas très très loin de la limite de capacité. Enfin, ça veut dire pour ceux qui ont les gros lots, quoi. 2-3, ça peut peut-être être 4-5. Les chantiers durant 2 à 3 mois, c'est quand même difficile que ça soit beaucoup plus. Hein, par groupement, hein, je parle. Aujourd'hui, mon impression, c'est qu'on fait du bricolage. Quoi. Déjà, ce qu'on fait, on n'en fait pas beaucoup, et ce qu'on fait, on ne le fait pas forcément bien. C'est ça. C'est pour répondre à ce constat-là, en fait. Hein. Et puis pour réussir à faire autant de groupements, il y aura forcément des marboulins qui voudront en faire. On le sait. Forcément du contrôle derrière. On le sait. L'avantage du dispositif au début, c'est qu'on a plutôt les motivés. Parce que les margoulins, aujourd'hui, ils trouvent plus facile de margouliner tranquillement plutôt que de margouliner en groupement. Donc, non mais je dis pas le contraire, je suis convaincu aussi. Sauf qu'on a l'avantage que le marché étant tellement peu développé que les margoulins, c'est trop... En fait, il faut vous rendre compte que la rénovation globale, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. Voilà. Donc... Et sur l'investissement du départ, qui est très important. Qui est très important. Et c'est pour ça qu'il doit être sécurisé par la qualité de la réalisation. Si c'est pour être un investissement très important, et puis pas avoir les économies, puis avoir des ordres. Aujourd'hui, l'un des principaux freins à la rénovation, c'est la peur des travaux, parce que les gens ont peur que ce soit mal fait. Du coup, ils font rien. Tout à fait. Il y a de super initiatives telles que Praxibat, des soucis, il y a des gens qui sont bien passés pour en parler, c'est qu'effectivement, aujourd'hui elles ne sont pas pleines, elles ne tournent pas au régime qu'elles devraient. C'est dommage. Je suis d'accord. Ouais. La difficulté, à mon avis, pour les gens pour s'engager dedans, moi qui fais la rénovation de ma maison, c'est la connaissance de ceux qui vont faire la rénovation sur la technique. Et je pense que dans ces groupements, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de leur amener cette connaissance et de leur expliquer comment ça fonctionne avec des mots simples, pas forcément des mots du métier, ce qui est très compliqué pour tout le monde. Je connais bien sur le domaine de l'agriculture, parce qu'on a la même difficulté. Et en fait, c'est ça qui fera le déclenchement et qui fera, parce que le volume financier fait peur quand il n'est pas compris et quand on n'a pas la certitude qu'on va pouvoir y aller. Tout à fait. Moi, j'ai mis 80 000 euros, un peu plus de 80 000 euros dans ma maison.
je savais où j'allais parce que j'avais un peu étudié les choses et que je comprenais ce que je faisais. Ce qu'on me proposait, c'était un peu moi qui faisais les choix techniques sur la façon de faire. Sauf que tout citoyen moyen n'a pas du tout les compétences pour le faire. N'a pas du tout cette connaissance-là. Et c'est très compliqué, même avec Internet, même avec des tas de choses. C'est même des fois très contre-productif parce que En plus, les vues sur Internet, des fois, c'est un peu long à déminer, ça. il faut voir le pour et le contre, et puis on ne sait jamais s'il y a que les pour ou que les contre qui ont causé. Donc, ouais, clairement. Et puis, même nous, sur certains problèmes très particuliers, on termine des fois sur des forums de thermiciens. On est rarement éclairé par les échanges. on sort plus avec 2 questions. C'est ça. C'est ça. Bon, parfois les questions, il faut aussi progresser. Et, Oui, c'est sûr. Et ça permet d'avancer. En fait, la difficulté, elle est là pour les gens faire le choix. Et moi, je vois dans le village où j'ai fait ma rénovation, ça vient de déclencher 3 isolations par l'extérieur. C'est ça. C'est ça. Et alors, l'ITE a cet effet très intéressant, que ça se voit, et que ça, en général, ça fait cet effet-là. Alors, bon, ils n'ont pas tout fait. Oui. C'est un peu ce que je leur ai dit. C'est bien, mais il aurait mieux valu tout raisonner globalement là-dessus, parce qu'il n'y a pas de VMC double flux, il n'y a pas ce double flux. C'est ce qu'en Alsace, ils ont bien compris quand ils ont décidé, c'était avant la fusion des régions, ils ont décidé de déployer sur à peu près la moitié du territoire. Donc il y avait 7 ou 8 plateformes de rénovation couvrant vraiment le territoire et avec derrière un appui communication sur ce qui était fait, tout simplement montrer ce qui était fait, médiatiser ce qui était fait. Et ça a eu vraiment de l'effet. Non, c'est clair. C'est clair. Mais déjà même que le groupement soit capable d'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il va faire et comment il va le chiffrer, il faut déjà que le groupement arrive jusque-là. C'est-à-dire que le candidat à une rénovation sache que ça existe et puis que ça existe tout court. Il y a vraiment des étapes. Mais après, c'est ça qui est intéressant dans les groupements, c'est que c'est rare que dans un groupement, tous aient la même fibre, je vais dire, technique ou même commerciale. Et il y en a qui aiment bien expliquer, passer le temps à montrer en quoi c'est intéressant. Et ça, c'est une force dans les groupements. Tout le monde n'a pas toutes les qualités. Ouais, sauf qu'il faut là que ça soit fait par tout le monde. Et avec de la pédagogie, du niveau, de la connaissance du client qu'on a en face de soi. Et, tous ne sont pas au même niveau, il faut arriver à détecter le niveau, les connaissances que l'individu a en face de soi, être capable de lui expliquer les choses. On a tous des a priori, on avait moi à l'époque. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à définir. Là, il y a une vraie œuvre de pédagogie. Je ne veux pas dire que c'est un métier, mais disons, tout le monde n'a pas forcément cette capacité-là. On est bon artisan, comme on est bon paysan, on n'est pas forcément bon pédagogue. Tout à fait. Mais encore une fois, les groupements sont sur base volontaire. C'est aussi souvent une recherche un peu éthique de certains artisans de pouvoir avoir une relation un peu différente avec les clients. Le principe sur les rénaux globales, c'est pas d'empiler un maximum de vie, puis il y en a bien un qui va finir par sortir. C'est beaucoup plus d'investissement aussi de travail du groupement pour coordonner les devis. C'est aussi des devis où il n'y a ni trou ni redondance. Ce qui est quasiment impossible quand on y va en ordre séparé. Donc c'est une autre manière de faire, c'est vraiment une méthode. Pour moi, ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que la rénovation, dans les techniques appliquées, c'est pas forcément très différent du neuf, mais dans les méthodes pour l'aborder, c'est totalement différent. Que ce soit les méthodes, on va dire, commerciales, organisationnelles ou d'analyse. Voilà. Et c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas dire autre chose. Donc c'est plutôt pour les artisans, pour ceux qui ont envie de faire. Voilà. Si les gens qui veulent juste poser et vite se barrer, faites pas trop de rénovation, parce qu'il y a des emmerdes. Nous, en tant que plateforme, c'est notre travail d'expliquer aux gens, vraiment de se mettre à leur niveau. On a beau tout faire, tout expliquer, mais une fois qu'on sort le prix de la rénovation, ils font marche arrière, on ne les voit plus. Donc pour moi, c'est plutôt le prix de la rénovation qui est compliqué. Il y a le prix de la rénovation, mais s'il est abordé avec tous les mécanismes de financement possibles, et monter en face avec, dans des feuilles Excel aussi, qui montrent par rapport à l'économie réalisée, on n'a pas un temps de retour sur investissement, parce que c'est pas le bon concept,
mais on a au bout de tant d'années, en fait, en gros, c'est où vous mettez, c'est un équilibre en trésorerie. Enfin, un équilibre en trésorerie. Et en gros, on dit par exemple, au bout de 10 ans, enfin, pendant 10 ans, ça vous coûte pareil, parce que vous n'avez fait aucun travaux, vous avez quand même une maison qui est un petit peu mieux, hein, beaucoup mieux même, puis au bout de 10 ans, vous commencez à gagner de l'argent. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus compréhensible, parce que le temps de retour sur investissement d'une maison, comme une voiture, hein, en général, de toute façon, il y a toujours de l'argent à mettre au bout, hein, donc ça vous fera. C'est pas un investissement productif. Donc, il y a pas mal d'approches différentes. J'entends bien, hein, un groupement d'ORMI qui fonctionne bien, on considère qu'il a un taux de réussite de 1 sur 2, un chiffrage sur 2. Il y en a quand même 1 sur 2 qui n'aboutit pas, parce qu'à la fin, le chiffre, il fait peur, quoi. De chaque analyse qui est faite où il présente des devis. Hein. Il y a un groupement sur 2 qui réussit. Hein. À chaque présentation de devis, en général, il y a un taux de retour qui se retrouve dans toutes les régions où c'est développé de 1 sur 2. Il faut que ça arrive jusqu'au devis déjà. Non, pas dans le mécanisme là, parce que à partir du moment où les particuliers rentrent dans le mécanisme, ils vont jusqu'au bout de la démarche et après ils décident s'ils font ou s'ils font pas.